Hey, bon matin, j'espère que ça va bien. Donc, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont installés puis prêts à y aller. Moi, pour tout mon stock, il est prêt à la lampe, les livres, tout le kit. Salut Mayael, j'espère que tu vas bien. Alors, il n'y a pas de commande, tout simplement parce que je suis en podcast Lexus, c'est enregistré, donc je ne vais pas faire partir de chansons ou quoi que ce soit. Donc, mais je constate ta présence, puis inquiète-toi pas, ta commande elle marche encore, c'est juste qu'elle n'est pas activée à l'heure actuelle. Paul t'a texté. De quoi Paul t'a texté? Hein? Paul m'a texté. De quoi Paul m'a texté? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit, pas Paul? J'ai pas eu de texto de Paul. J'ai pas eu de texto de Paul. En fait, j'ai eu de texto de rien, en fait, là. Et shit, ok, attends un peu, mais spam. Ah, ok, t'as peu, mais c'est quand même important. Il m'a écrit sur face de livre. Invitation par message, spam, non, j'ai rien par rapport à ça. J'ai rien du tout. Ok, pour l'instant, j'ai rien, mais tout ça, je t'ai mis avec Paul sur Facebook. Normalement, je vais recevoir ses affaires. Mais, ouais, je comprends ce que c'est. Grosso modo, c'est ton party de 30 ans à ton tour, ma yael. Là. Falloir qu'on célèbre ça. Hey, salut Oru, j'espère que tu vas bien. Ok. Ah, t'as une invitation, il me dit en tout cas. En tout cas, s'il m'a envoyé une invitation, elle sait pas c'est où. Elle sait pas. Donc, mais hey, les 30 ans arrivent très très bientôt. Oru, je suis content que tu sois là ce soir parce que. Salut mon beau bonhomme, c'est toi le beau bonhomme Dave Bissaillon. Hey, pour vrai, je suis content que tu sois là, Rue, parce qu'à ce soir, on va parler de ton pays. Vraiment beaucoup. Puis, en plus, le timing est parfait, parce que vous venez de tomber en élection. Fait que, voilà. Mais que ce soit le temps, quand je vais être rendu à mon troisième livre, on pourra regarder tout ça. Je vais me mettre en vocal, puis je t'accueillerai avec plaisir pour en discuter. Tu pourras m'amener des points de plus. Mais avant toute chose, j'ai quand même, certains livres à vous parler, en fait, à discuter avec vous avant. Et je rappelle, soit dit en passant, que vous pouvez taper la commande note, donc comme ça ici, pour avoir... Non, c'est pas celle-là. C'est avec un S que je l'ai mis. Ouais, c'est ça, c'est avec un S, ok. En vocal sur l'arma, ok, je pourrais aller te rejoindre plus tard éventuellement. Donc, vous avez l'accès à mes notes de lecture, bien entendu, si vous le voulez, celles que je vais utiliser, puis aussi à mon Goodreads, évidemment. Pour ceux que ça intéresse, hein, parce que Goodreads, c'est le Facebook, en fait, carrément de... C'est carrément le Facebook, en fait, des bookworms comme moi, puis des book nerds. Mais c'est bon, j'irai te rejoindre après, si jamais. Mais ouais, donc, en gros, j'ai 5 livres ce mois-ci. J'ai commencé un petit peu avant parce que le timing était bon. Fait que j'en ai profité pour lire une bonne brique en premier, en me disant que j'allais être correct. Puis après ça, à la fin du mois, j'ai commencé à manquer de temps, mais les livres se lisaient relativement rapidement. Tu sais, c'était des 400 pages, mais c'était écrit assez gros. Mais celui qui m'a pris le plus de temps à lire, c'est le troisième parce qu'il y avait beaucoup de choses à noter puis à apprendre de tout ça. Mais on va commencer par le début, comme on dit. Hein. D'habitude, c'est par le début qu'on commence, rarement par la fin. Non, on va bientôt quitter le vocal. Ok, bon tu viendras me rejoindre dans le café étudiant au pire quand ce sera le temps, puis c'est ça, tu me le diras. Donc le premier livre dont je voulais vous parler, c'est un classique de la littérature qu'on appelle Les raisins de la colère. Alors, vous reconnaissez peut-être l'auteur John Steinbeck. John Steinbeck, par contre, il est un peu plus connu pour avoir écrit le livre Des souris et des hommes, qui est beaucoup plus court et qui est sorti, si je ne m'abuse, un peu avant. En fait, John Steinbeck a beaucoup une thématique autour de la crise économique des années 30, des années folles. Bref, il écrit beaucoup par rapport à cette époque-là, puis aux enjeux sociaux que ça pose. Et Les raisins de la colère restent dans cette droite lignée. Mais avant de vous donner mon ressenti, puis de donner mon petit résumé de l'histoire, faut vraiment que je vous parle de l'histoire du livre, ok? Parce que le livre a toute qu'une histoire. C'est le 5e de l'auteur, mais c'est un livre volé. Oui, c'est un livre volé, en fait. Je vous explique grosso modo. Bon. Contexte social, on est en pleine Grande Dépression. On le sait, c'est la fin des années folles. Les belles années d'après-guerre, c'est fini. Il y a beaucoup eu d'inflation. Les gens se sont enrichis. Puis là, paf, crise économique en approche. Tout le monde commence à s'appauvrir. Les gens perdent leurs affaires. À commencer par le petit peuple. Puis les riches qui ont peur de perdre leurs affaires font en sorte que le petit peuple perd ses affaires. Bref, tout ça. C'est la crise économique des années 30. Ça a été la plus grosse qu'on a vécue. À part celle de 2008 qui arrivait presque à s'achever, mais pas tant. Disons qu'on avait des moyens différents puis des leviers différents en 2008 que dans les années 30. Donc,
On traite beaucoup de sujets, des conditions des travailleurs pauvres du milieu agricole et de l'abus des patrons, surtout l'abus des patrons, puis d'une très grande demande d'emploi, mais d'un très petit nombre d'offres. En gros, il y a trop de travailleurs disponibles pour le peu d'emplois disponibles. Donc, ça fait en sorte, en premier, que ça crée quelque chose de particulier, ça fait baisser les salaires. C'est le principe d'offre et de la demande, en fait. Si tu as beaucoup d'emplois disponibles, puis qu'il n'y a pas assez d'employés pour tous les combler, ben, pour être sûr de combler tes emplois, ben, tu vas offrir des conditions. C'est ce qu'on vit en ce moment avec notre pénurie de main-d'œuvre au Québec. Sauf que, dans les années 30, le fardeau était inversé. C'était en fait des gens qui. Laura Colombette, merci pour ton follow. Donc, dans les années 30, ce qui se passait, c'est que c'était l'inverse. Il y avait pas beaucoup d'emplois disponibles et beaucoup de gens qui souhaitaient travailler. Donc, qu'est-ce que les patrons faisaient? Ben, ils mettaient des salaires bas, puis ils se disaient, on va les mettre bas, puis celui qui va le vouloir va le prendre, puis les autres, ben, ils ont juste à aller voir ailleurs parce qu'il y en a 20 en arrière qui font la file. C'est un peu ça. Et le syndicalisme avait très peu de force à cette époque-là, parce qu'on l'associait encore beaucoup au communisme. Grosso modo, t'étais un syndicaliste, t'étais probablement un espion russe, un communiste ou des affaires de même. Donc, très difficile de faire reconnaître les droits des travailleurs. Puis, il y a une femme qui s'appelle Sana Rabab, qui a pris des notes sur la vie quotidienne, les histoires personnelles des travailleurs au sein de camps du gouvernement, au sein de la Farm Security Administration, pour être plus précis, qui a été créée à l'époque du New Deal pendant que Franklin Delano Roosevelt était président américain. Et, suite à cela, elle prend ses notes, elle les envoie sur son superviseur, et son superviseur, Tom Collins, a eu connaissance donc que ces notes-là devaient servir à écrire un roman, mais ce qu'il s'est dit, c'est ce serait bien que ça sorte dans les médias, parce que c'est un camp gouvernemental, puis ils savent que le privé, puis les propriétaires terriens abusent du petit peuple, et ils disent ce serait bon qu'un journaliste mette la main là-dessus, puis qu'il fasse une histoire avec ça, puis qu'il en parle dans des articles. Et le journaliste en question, eh bien, c'était John Steinbeck, qui était journaliste dans un journal de San Francisco. Et lui, il reçoit tout ça et il se dit, malade, j'ai de quoi me faire un roman. Fait qu'il écrit le roman 100 jours, puis paf, il le publie. Mais pendant ce temps-là, Sana Rabab, elle, est en train de travailler sur son projet et elle arrive pour le publier. Puis là, elle se fait dire par les maisons d'édition, ben désolé, John Steinbeck vient de publier un roman sur exactement le même sujet, on ne publiera pas. Et son roman ne sera publié qu'en 2004. Il ne sera publié qu'en 2004. Et toute sa vie, elle va entretenir une rancœur envers John Steinbeck qui lui a carrément volé son livre. Donc, hey Potty, j'espère que tu vas bien. Salut Disfagek également, content de te voir. Fait que bref, c'est un livre volé, carrément. Genre, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le nom du roman de Sana Rabab, c'est Whose Names Are Unknown. C'est un roman qui n'existe pas en français, mais qui est trouvable en anglais, s'il y en a qui s'intéressent. Donc, en 2004, un an avant que l'autrice finisse par mourir, ben, on remarque en fait que vraiment les similitudes entre les deux œuvres sont totalement évidentes. Puis John Steinbeck n'a jamais rendu honneur à Sana Rabab dans ses écrits. Il ne l'a jamais noté dans ses remerciements ni dans ses notes. Puis, évidemment, elle a dit qu'elle était une meilleure autrice que John Steinbeck. On comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Moi aussi, j'aurais été un peu fâché. Sinon, à part de ça, si on parle un peu plus de la narration, comme je disais, John Steinbeck était journaliste. Puis à l'intérieur du livre, de temps en temps, on retrouve des articles du San Francisco News qu'il avait écrit autrefois et qui servent de mise en contexte pour ce qui va s'en venir dans les chapitres suivants ou qui servent d'explication à ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Donc il y en a environ 7 au total à l'intérieur qu'on va retrouver qui sont un peu hors histoire, mais qui servent à nous expliquer certaines affaires puis comparer avec la réalité du roman versus la réalité de la vie véritable autrefois. Donc c'est à peu près ça. Et là, le roman sort. Je suis pas mal stressé, ça va pas aller en arrangeant. Et toi, t'as toujours Banjo-Kazooie en tant que de live, toujours. Toujours Banjo-Kazooie. Toujours, c'est mon jeu préféré. Il va rester là, je pense bien. Salut Maman Jou, j'espère que tu vas bien. Donc, là, ce qui arrive, c'est que le roman sort. Puis là, à l'intérieur, on dépeint les propriétaires terriens, les banquiers, puis les patrons comme des êtres diaboliques puis très malfaisants. Genre, c'est très, très fortement. Et il y a des villes qui vont jusqu'à aller à brûler des livres de ça. Ils vont brûler des livres en traitant l'auteur de communiste, de traître à la nation, qui défend pas les valeurs, tu sais, tout ça. Puis finalement, ce qui va sauver le livre, c'est la femme du président Roosevelt qui va mettre la main sur le livre, qui va lire, puis elle va dire « Hey, gang de cave, c'est vrai ce qui est dit là-dedans. » OK? Puis là, tout le monde, oh, la figure du président américain, la First Lady a dit ça. Oh, OK, finalement, on va se calmer. Donc,
grosso modo, ça a permis au livre de se faire connaître puis de se finir par se faire respecter. Mais à la base, c'est un livre qui a été brûlé dans les années 30. Hein? Brûler des livres, c'est pas quelque chose qui se fait d'habitude. Hein? Donc voilà, c'est à peu près ça. Bonjour Benoît, j'ai vu Sénécal dans ta liste, donc je suis là, c'est lui d'après. C'est le prochain dont je parle, ça va être celui de Sénécal. Fait que, puis le troisième, ça va être celui, c'est la démocratie, on va parler de la France et de la politique française. On est en plein dans le bon timing en plus. Pour ce qui est des inspirations du roman, le titre a été suggéré par la femme de l'auteur et provient de la chanson qui s'appelle The Battle Hymn of the Republic de Julia Ward Howe. Je sais pas comment ça se prononce, Howe, mais c'est H-O-W-E. Et précisément, ils ont pas brûlé des livres récemment aux USA. Ça se peut, pas au courant. Si jamais t'en sais plus, n'hésite pas à le dire. Mais dans les années 30, c'était peu fréquent de brûler des livres, mettons là. Il y avait pas vraiment. Tu sais, le concept d'index n'existait pas vraiment, à ma connaissance, aux États-Unis à cette époque-là. À ma connaissance. Il y a déjà eu ça, mais pas à cet endroit-là. Surtout pour un pays qui est censé être le pays de la liberté. Hein? Voilà. Donc, bref, ce qui a inspiré le titre du roman, c'est le couplet suivant, traduit en français. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Il piétine le vignoble où sont gardés les raisins de la colère. Il a libéré la foudre fatidique de sa terrible et rapide épée. Sa vérité est en marche. Et ces paroles font référence elles-mêmes à l'Apocalypse 14, 19, 20 dans la Bible. Et qui se traduit par le passage suivant. Donc, et l'ange jeta sa faucille sur la terre et vendangea la vigne sur la terre. Et il en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et il en sortit du sang jusqu'à la hauteur du mort des chevaux sur un espace de 1600 stades. Bon, évidemment, ces paroles-là évoquent la justice divine, mais aussi la délivrance de l'oppression lors du jugement dernier. C'est l'Apocalypse, c'est le concept. Sauf que, le problème qu'on a, c'est que c'est des très vieilles paroles qui ont été plusieurs fois réinterprétées. Puis de ce qu'on en sait, au 1er siècle, ces paroles-là avaient déjà été interprétées comme étant une critique de la société, puis de la violence envers les personnes opprimées. Puis l'auteur les a juste réutilisées dans un contexte moderne. Donc, ce qu'il voulait exprimer, c'était la même volonté que, éventuellement, il y a des actes diaboliques des patrons puis des riches envers la population pauvre puis les travailleurs qui allaient les rattraper. Donc, autrefois, on parlait de la place de la victoire de Dieu contre Satan, mais là, ce qu'on dit, c'est un peu genre le message de la victoire du peuple sur les patrons. Le problème, c'est que c'est un message qui est associé au communisme, que le prolétariat doit passer par-dessus les patrons, etc. et tout. Bref, la dictature du prolétariat qu'on connaissait. Et ça, aux États-Unis, on n'aime pas bien ça dans un pays capitaliste. Donc, no wonder que le livre a été qualifié de communiste après ça. Donc, on a détourné un message biblique et communiste, puis tac, on arrive avec ça. Tu comprends que ça réagit pas bien. Celui de la candidate républicaine que j'avais lu. Ok. Le premier incident est survenu mardi lorsque la candidate républicaine au poste de secrétaire d'État du Missouri, Valentina Gomez, a suscité la controverse après avoir brûlé au lance-flamme un exemplaire de Naked, traduction anglaise de Tout nu. Oui. Un livre québécois jeunesse traitant de questions liées à la sexualité. Aïe aïe. Bref. On ramènera pas la... Voilà. On n'achètera pas de cerveau aux États-Unis bien vite, comme on dit, hein. C'est arrivé au début de l'année, ok. Donc, bref. Cette partie-là de l'Apocalypse, si on exclut l'interprétation que John Steinbeck en a faite, peut être interprétée de 4 façons différentes. On peut se dire d'abord que les événements ont déjà eu lieu, puis l'écriture s'inscrit dans son contexte d'époque, par exemple l'incendie du temple de Salomon, qui était vu, parce que je rappelle que l'Apocalypse n'est pas juif, il est chrétien, soit dit en passant, c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Et ceux qui opprimaient les chrétiens, c'était les juifs. Donc l'incendie du temple de Salomon est une représaille pour eux, puis ça concorde avec les valeurs juives, comme quoi si tu détournes la voie, tu vas être puni par Dieu. Parce que le Dieu des Juifs est beaucoup plus vengeur que le Dieu des chrétiens, qui lui est plus une figure d'amour, si on peut le dire ainsi. Donc ça, c'est la première interprétation qu'on peut en faire. La deuxième, c'est une approche futuriste qui prédirait des événements qui vont arriver un jour, mais qui sont souvent rattachés à des mouvements du présent. Par exemple, il se passe quelque chose dans le présent, puis on estime que le mouvement en question va finir par donner quelque chose dans le futur. Par exemple, il y a eu pendant longtemps beaucoup d'églises différentes avant qu'il y ait le catholicisme qui regroupe tout. Il y en a qui se disent, à l'époque, il y a eu cette église, puis à un moment donné, paf, Apocalypse, changement, délivrance de l'oppression, baf, on se retrouve ensemble dans une seule grande église. Un exemple. Ensuite, il y a eu aussi une approche par le présent qui a été revendiquée par beaucoup de grands penseurs chrétiens, puis qui l'est toujours, puis qui dit que l'Apocalypse a lieu maintenant. Tout simplement. Genre, c'est là que ça se passe, c'est tout de suite, et c'est ça, on est en train de le vivre en ce moment, puis on va finir par s'en sortir.
Je crois qu'aux États-Unis, à l'époque de la Grande Dépression, ça faisait son sens comme interprétation. C'était pas mal l'enfer sur Terre à ce moment-là. Puis même dans le livre, on décrit beaucoup les environnements comme si c'était l'enfer sur Terre aussi. Et la quatrième, qui est l'approche de l'auteur, c'est une approche métaphorique du combat entre Dieu et Satan, le bien et le mal, ou dans le cas du roman, la lutte des classes carrément. Et je crois que c'est un bon petit mélange entre le 3 et le 4. Moi, mettons, mon interprétation à moi, c'est que le 3 et le 4 se rejoignent très bien dans ce roman-là. Et... ouais, il est pas friendly. Pas vraiment, non. Ça sonne très Fallout. Pas vraiment... Ah, je saurais pas dire. Mais que je résume le roman, tu me diras si tu trouves que ça sonne Fallout, parce que moi, je sais que toi puis Maman Joue, vous avez beaucoup joué à Fallout. Moi, j'ai pas fait un seul jeu. Fait que j'ai pas de comparatif, j'ai pas vu la série non plus. Donc, je vais continuer, puis vous me direz si finalement ça correspond. Mais oui, au premier abord, je peux peut-être comprendre avec le peu que j'en sais que ça fonctionne. Donc, grosso modo, c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a un personnage qui s'appelle Jim Casey, qui fait beaucoup penser au Christ, qui va un peu aussi jouer un rôle de messager. C'est lui, en fait, qui va amener Tom, Joe, le personnage principal, vers une voie peut-être un peu plus chrétienne. C'est lui qui sort de prison, je vais vous raconter un peu l'histoire après. Et sinon, l'histoire, c'est en fait une réécriture de l'Exode, quand on l'analyse correctement. On rouvre la Bible et on se rend compte que les pages 1 à 10, les banques et les compagnies, ça représente le pharaon, les plaies d'Égypte qui sont représentées ici par les conséquences économiques sur le peuple. De 11 à 18, on a la sortie en elle-même des terres sauvages, où il y a des gens qui meurent, puis où est-ce qu'il arrive plein de malheurs entre-temps. Puis à la fin, tu as l'arrivée à la terre promise qui, des chapitres 19 à 30, représente en fait, grosso modo, ce que Josué doit faire. Il arrive en terre promise, la population est hostile parce que quand il arrive sur place, il se rend compte que c'est pas tant le paradis. Finalement, contrairement à ce qu'on avait vendu, c'est pas la terre promise. Hein? La Californie étant la terre promise dans ce roman-là. Et suite à cela, on voit qu'il y a une référence religieuse claire qui est en fait une métaphore des personnes qui habitaient la terre de Canaan dans la Bible, puis qui rejetaient l'arrivée des chrétiens, puis qu'il a fallu qu'ils se battent pour avoir le territoire. Et on voit aussi qu'il y a une réécriture qui ressemble beaucoup à ça dedans. Fait que bref, en passant, il existe une interprétation contemporaine par rapport à Amazon, mais Amazon n'existait pas dans les années 30, donc clairement, ça peut pas être ça la réponse. Mais il y en a qui comparent ça à Amazon. Si ça vous intéresse, voilà. C'est à peu près ça. Donc, moi, je dirais que je crois pas à ça. On peut s'amuser à le faire et à surinterpréter avec nos yeux contemporains, mais dans les années 30, Amazon n'existait pas. Donc, voilà. Fait que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, ça, c'est pour comment le roman est construit, comment il est fait. Maintenant, si je regarde un petit peu un résumé, je vais enfin vous lire la 4e de couverture, en fait, qui ne dit absolument rien du roman, soit dit en passant. Ou peut-être que ça dit de quoi, mais c'est métaphorique. Le soleil se leva derrière eux. Et alors, brusquement, ils découvrirent à leurs pieds l'immense vallée. Al freina violemment. Yves s'arrêta en plein milieu de la route. « Nom de Dieu! Regardez! » s'écria-t-il. « Les vignobles, les vergers, la grande vallée plate, verte et resplendissante, les longues files d'arbres fruitiers et les fermes. Et pas dit, Dieu Tout-Puissant. J'aurais jamais cru que ça pouvait exister, un pays aussi beau. » Ce n'est que du rêve. Ce n'est que du rêve. En fait, la 4e de couverture te vend du rêve exactement comme les personnages se font vendre du rêve à l'intérieur du roman. Puis quand ils rouvrent le livre, moi quand je rouvre le livre, je suis déçu parce que je trouve l'enfer. Puis eux autres, quand ils arrivent en Terre Promise, ils trouvent l'enfer aussi. Je trouve que c'est... Oui! C'est un peu la désillusion du rêve américain, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En plein ça. Donc si j'y vais avec mon ressenti, en fait, je vais vous lire textuellement ce que j'avais noté parce que je note mes émotions à mesure. Donc, dès le début, on comprend tout de suite pourquoi le livre était aussi controversé. À la page 35, on présente Jim Casey comme un prêcheur qui profitait des femmes à qui il prêchait en leur faisant dire du charabia et en les mettant en transe pour qu'elles soient plus faciles à amener derrière un buisson afin de se faire culbuter. Page 35, let's go, on a le ton. Super. Déjà en partant, déjà je vous ai dit que le livre était communiste, mais en plus, tu t'attaques au christianisme. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Let's go, comme on dit. Page 48. Une banque ou une compagnie n'est pas une créature qui respire de l'air ou mange de la viande. Elle respire de bénéfices et mange l'intérêt de l'argent. Ça, c'est une citation que j'avais notée. Elles sont à la fois maîtres et machines, alors que les représentants sont esclaves et hommes viennent s'excuser de la cruauté qu'elles emploient envers les gens qui s'occupent des terres. La critique envers les banques et les propriétaires terriens n'est même pas subtile.
Encore une raison, en moins de 50 pages, de trouver le livre scandaleux. Le dialogue entre le représentant et la famille ajoute ceci. Peut-être que l'année prochaine sera meilleure, mais on ne peut pas prendre le risque. Le monstre a faim et ne peut pas s'arrêter de grossir. Il vaut mieux payer un salaire pour un chauffeur de tracteur plutôt qu'une famille de 15 et ainsi ne pas partager les bénéfices de la terre. Mais vous allez tuer la terre! Mais si on la tue, on va se dépêcher de récolter et on vendra ensuite à une petite famille qui voudra bien un lopin de terre. C'est notre terre! Nous sommes nés ici, on l'a cultivée et défrichée depuis 3 générations. On a fait un emprunt et nous étions capables de faire un peu de profit. La banque est propriétaire, pas vous désormais. Si vous ne partez pas, vous serez des voleurs. Et si vous tuez pour rester, vous serez des assassins. Voilà. Donc, le ton est mis, ok? Ça fait 50 pages que le livre est commencé. Le livre en a 600. 50 pages. Tu viens de taper sa gueule du christianisme, tu viens de taper sa gueule du rêve américain, puis tu viens clairement de tenir un discours qui est presque ouvertement communiste, genre. À quoi l'auteur s'attendait, je ne sais pas. Donc voilà, ça explique tout ça. Là, les gens étaient pas prêts. Ah non, pas du tout, hein. J'étais pas prêt non plus, j'ai ouvert là. Moi, j'ai ouvert ça, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Oh, super. Bon, mais c'est ma partie préférée. Moi, j'aime ça, genre, quand un livre vient me choquer, puis ça vient me chercher, puis je suis comme, ah ben, ma gang de tabarnak. Quand je me fâche contre le livre, c'est que ça marche. C'est d'ailleurs le livre que je suis en train de lire en ce moment, Les Misérables, là. Je me suis fâché 2-3 fois en lisant certaines injustices. Donc, puis oui, vous savez quel roman va venir en premier la prochaine fois que je vais faire un live de lecture. Donc, j'en profite pour vous le dire, ce sera pas au début du mois de juillet. Le mois de juillet, je prends une pause, puis je vais revenir pour le mois... Excusez. Je vais revenir pour le mois d'août. Dans le fond, début août, je vais parler des Misérables, puis de peut-être quelques autres livres. Et ensuite, pour le mois de septembre, moi puis Roxane, on va se regrouper à nouveau, puis on va choisir 2 livres parmi ceux qu'on s'est suggérés. Puis, on va en discuter ensemble. Puis les autres, je vais les avoir lus, mais je vais les présenter pendant le mois d'août, en plus des Misérables. Merci. Hey boy, tu vas sacrer devant les Misérables. Ah, ben c'est déjà fait, hein. Je suis à même pas 200 pages, puis je suis déjà vraiment très fâché contre les Thénardier. Donc, voilà. C'est ça. Ensuite, j'ai noté début du chapitre 7. Rien pour aimer les vendeurs de voitures. Exposition d'arnaque de vente sur les pauvres. Alors, tu sais, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques années de tout ça. Puis on a demandé aux gens c'était lesquels les métiers dans lesquels on avait le plus confiance. En dernière place, évidemment, il y a les politiciens. Puis juste avant les politiciens, ben, il y avait les vendeurs de voitures. Ben, je crois que ça date pas d'hier. Parce que le début du chapitre 7 est comme... Ah, mais l'arnaqueur de mes deux... Ouf! Mais en même temps, tu peux-tu leur reprocher? Ils sont en crise économique, il faut qu'ils survivent toute la gang. Mais le problème, c'est que pendant que les gens qui sont dans la misère s'écrasent entre eux autres, ben il y en a d'autres qui perdent rien de l'autre côté. Parce qu'ils bénéficient du fait que les gens s'écrasent entre eux dans le petit peuple. Puis ça, c'est très malheureux. Puis je trouve que c'est une belle façon de l'avoir montré, ça. Parce que le vendeur de char, tu peux le trouver arnaqueur, mais tu le sais qu'il n'y a pas le choix. Puis ça, c'est problématique parce qu'il est pris dans un système qui le dépasse. Bref, plus ça change, plus c'est pareil. Exactement. J'espère que tu vas bien, ma brawler. Donc, sinon, j'avais noté Noah, le petit frère de Tom, semble présenter les caractéristiques de quelqu'un qui est autiste. Mais je crois que le terme n'existait pas à cette époque-là. Mais tu le vois clairement qu'il y a quelque chose là. Tu sais, je le lisais, j'étais comme, ouais, lui, c'est un enfant TSA, clairement. Il sera d'ailleurs pris d'une obsession au cours du récit qui le fera suivre une rivière contre sa volonté, entre guillemets. Donc, voilà. C'est ça. Et sinon, le principe d'offre et de demande et la stratégie du grand nombre de demandeurs d'emploi qui font une pression à la baisse sur les salaires est très bien expliqué en page 264. Il y a des prospectus qui disent qu'il y a du travail pour 800 personnes, mais plusieurs milliers font la file pour avoir le travail. Voilà, c'est simple de même. Salut Cristalline, j'espère que tu vas bien. Mais c'est exactement ça. On explique bien le principe d'offre et de la demande avec le pamphlet. Genre, une personne dit « j'ai du travail pour 800 personnes ». La réalité, c'est que des milliers de personnes vont y aller, puis il y a sûrement moins d'emplois. Ah oui, c'est vrai, je n'ai été noté, page 370-371, l'entrepreneur est un vrai salaud. Le coût de la proposition d'emploi sans balise, plus le shérif qui est là pour intimider, m'a frustré au cours de la lecture. Ah, hey, ça là, pour vrai, là, ça avait pas de sens. Je vais vous le retrouver, je vais vous le lire. Attendez un peu. Je retrouve ça. Page 370-371. Hey, mais pour vrai, là, c'est genre une tentative d'intimidation. Genre, vous travaillez pour le salaire qu'on vous donne ou bien on vous tabasse. C'était quasiment ça. Ah, ok. Ah oui, ok, je vous lis ça. Ok, t'as un petit peu. L'homme dit « Vous voulez du travail, vous autres?
Pour ceux qui ont vu du travail, où est-ce qu'il y en a? Dans le comté de Tulare, la saison des fruits va s'ouvrir. Besoin de beaucoup de monde pour la cueillette. Floyd éleva la voix. C'est vous qui embauchez? Ben, c'est-à-dire que j'ai affermé la récolte. Vous payez combien? Ben, je peux pas encore dire au juste. Dans les 30 cents, probable. Pourquoi vous pouvez pas le dire? Vous avez le contrat, non? D'accord, mais c'est serré question prix. Il se peut que ce soit un peu plus, il se peut que ce soit un peu moins. Floyd se détacha du groupe et s'avança. Il dit calmement. Moi j'y vais. Vous êtes entrepreneur et vous avez une patente. Montrez-nous-la. Signez-nous un papier comme quoi vous nous embauchez pour travailler. Où et quand et combien vous nous donnez. Et nous irons tous. L'entrepreneur tourna la tête, les sourcils froncés. Dites donc, vous allez m'apprendre mon métier? Floyd répondit. Nous travaillons pour vous. Ça nous regarde autant que vous. Ouais, ben, je n'ai besoin de personne pour m'apprendre ce que j'ai à faire. Je vous ai dit que j'avais besoin d'hommes. Vous n'avez pas dit combien d'hommes, répondit Floyd avec humeur. Et vous n'avez pas dit combien on serait payé. Mais nom de Dieu, j'en sais encore rien. Ben, si vous n'en savez rien, vous n'avez pas le droit d'embaucher de la main-d'œuvre. J'ai le droit de mener mon affaire comme bon me semble. Si vous préférez rester assis sur le cul à vous tourner les pouces, libre à vous. Moi, j'embauche des hommes pour le comté de Tulare. Il me faut beaucoup de monde. Floyd dit, en se tournant vers le groupe, ça fait 2 fois que je me laisse prendre à ces trucs-là. Possible qu'il ait besoin de 1000 lobes. Il en fera venir 5000 là-bas, et il paiera 15 cents de l'heure. Et les pauvres cons que vous êtes, vous serez obligés de les prendre parce que vous aurez faim. S'il va embaucher des hommes, qu'il embauche, mais qu'il le mette par écrit en disant combien il paie. Demandez à avoir sa patente, il n'a pas le droit d'embaucher de la main-d'œuvre sans patente. L'entrepreneur se retourna vers la Chevrolet et appela Joe! Son compagnon regarda dehors, puis il ouvrit brusquement la portière et descendit. Il portait une culotte de cheval et des bottes lacées. Un lourd étui de cuir était passé à sa ceinture cartouchière, l'insigne de shérif ornait sa chemise brune. D'un pas lourd, il s'approcha. Ses traits s'étaient figés en un sourire mi-figue, mi-raisin. Qu'est-ce qu'il y a? L'étui allait et venait, coulissant sur le ceinturon. Déjà vu ce type-là, Joe? Le shérif adjoint demanda. Lequel? Celui-là, en pointant Floyd du doigt. Qu'est-ce qu'il fait? Il cause comme un rouge. Les rouges chez les communistes, ici. Puis clairement, on le décrit comme un shérif. Voilà. L'adjoint se déplaça pour mieux voir le profil de Floyd, le rouge montant lentement au visage de ce dernier. Voyez, s'écria Floyd, si ce gars-là était de bonne foi, est-ce qu'il amènerait un flic? Vous l'avez déjà vu? Insista l'entrepreneur. Il me semble bien me rappeler. La semaine dernière, quand il y a eu ce vol dans le parc d'auto d'occasion, il me semble avoir vu ce gars-là vadrouiller dans les parages. Ouais, je veux bien être pendu si c'est pas lui. Subitement, le sourire disparut de son visage. Montez dans la voiture et plus vite que ça, dit-il en débouchant l'étui de son revolver. Vous n'avez pas de preuves contre lui, intervint Tom. Le shérif adjoint fit brusquement volte-face. Vous, encore un mot et je vous boucle avec lui. Ils étaient tous deux à vadrouiller dans ce parc d'auto. J'étais même pas dans le pays la semaine passée, objecta Tom. Vous êtes peut-être recherché ailleurs. Fermez-la en attendant. De nouveau, l'entrepreneur s'adressa au groupe d'hommes. N'écoutez pas ces salauds de rouge, les amis. Ils ne cherchent qu'à faire du chambard et à vous attirer des histoires. Je vous le répète, j'ai du travail pour vous tous dans le comté de Tulare. Les hommes ne bronchèrent pas. Quel esti de sac à marde, pour vrai? Mais quel esti de sac à marde, avouez, là. Sincèrement. Mais sincèrement. Genre, c'est carrément de l'intimidation. Imaginez si on faisait encore ça aujourd'hui. Sainte. Tu sais, ouais, toi t'es un rouge. T'es un communiste. Oui, mais c'est exactement ça. Puis oui, ça existe encore de l'intimidation d'entreprise. De même, on a eu des histoires qui ressemblent à ça quand il y a eu les scandales avec la FTQ Construction à l'époque. Fait que bref. C'est ça. Puis sinon, j'avais noté un autre passage à la page 491. Les oranges qui n'étaient pas cueillis, les fruits qui n'étaient pas cueillis, on les intoxiquait pour les jeter pour pas que les gens viennent les prendre sans les acheter. Parce qu'il faut vendre les oranges puis les fruits pour que les riches se fassent des profits. Donc, on empoisonne ce qui tombe puis ce qui reste pour être sûr que les gens viennent pas cueillir des affaires. Genre, ouais. Je suis comme, ça me fait penser à Tim Horton qui met de la marde sur ses beignes pour pas que les animaux / les itinérants viennent les chercher. Les républicains aiment encore beaucoup lancer l'insulte de communiste. Ouais, ça, y a pas à dire. Y a vraiment, mais vraiment pas à dire. Ça. Puis, une de mes dernières affaires, en arrivant à la fin, m'est venue à l'esprit que le constat que ce sont les thématiques qui portent les personnages et non les... Ouais, j'ai mal écrit ma phrase. Mais en arrivant à la fin, il m'est venu à l'esprit un constat, et c'est que ce sont les thématiques qui portent les personnages et non l'inverse. À part Tom, ça c'est la grosse critique que j'ai à formuler envers le roman. À part Tom, il n'y a aucun personnage qui est vraiment développé, au-delà de 2 caractéristiques vraiment précises. Noah est enfant puis il est autiste. Jim Casey, c'est un pasteur qui culbute des femmes dans des buissons. Simple, on arrête là. Genre, grand-père, il a un caractère de marde, puis il est têtu, puis il est vieux. C'est tout. Un bot. C'est ça, imagine, Cristalline, c'est ça. Mais, les autres se contentent juste de vivre, mais surtout de survivre à l'intérieur de leur environnement comme autant qu'ils peuvent. Puis Tom est le seul personnage qui va évoluer durant le voyage.
les autres, ben, soit ils meurent, ou ben, genre, ils évoluent pas. C'est tout, genre. Il y en a une, c'est la femme enceinte de service. L'autre, c'est l'alcoolique de service, tu sais. Ils ont tous, genre, une ou deux caractéristiques, pas plus, puis ils évoluent pas. Ils sont ce qu'ils sont, puis ça finit là. Et ça rend les personnages vraiment inégaux. Mais, je comprends qu'on peut pas penser à autre chose que la survie, puis que c'est incohérent de se développer en tant qu'individu, puis en tant que personne, quand, justement, tu te contentes de survivre. Puis vu que Tom est un peu le leader du groupe, c'est normal que ce soit lui qui soit le plus développé. J'en conviens. Mais ça règle pas le problème que les personnages ne sont là que pour vivre des histoires de marde afin que les thématiques soient expliquées dans le roman. Puis ça, pour moi, c'est un problème parce que ça enlève de la vie à tes personnages, ça t'empêche de t'attacher à eux. Puis malheureusement, c'est le grand défaut du livre. C'est que l'auteur avait un objectif, puis c'était de faire une critique sociale. C'est absolument réussi, mais une fois que tu as compris la critique, continuer de lire, ça devient de plus en plus difficile parce que les péripéties que les personnages vivent sont inintéressantes et ne servent en aucun cas à les développer. Genre, vraiment pas. C'est là pour être. Ce livre-là est là pour être une métaphore et un portrait d'une société qui existe réellement. C'est une réalité qui est horrible de l'époque de la Grande Répression. Puis pour vraiment apprécier le roman, il faut que tu aies en tête que c'est ce que tu vas lire. Pas que tu vas lire un voyage initiatique de développement de l'âme. Pas comme, mettons, dans L'Homme qui rit, où la première partie du roman, c'est le développement de Gwynplaine, etc. Puis son voyage et les difficultés servent à ça. Là, c'est vraiment juste, les difficultés sont là pour être présentées, puis les personnages sont là pour en être les victimes. Pour le reste, c'est pas important. Ça pourrait être n'importe qui, ça aurait pas d'importance. Donc, dans le même genre, il y a Germinal d'Émile Zola avec les mineurs qui font la grève. Je n'ai jamais lu ça. Une sorte de point Godwin, ouais. Un peu, en effet. Donc, bref, si j'avais donc, comme je disais, à formuler une critique du roman, ce serait ça. Pour mon ressenti. Sinon, ben, grosso modo, si on résume l'histoire, Tom Joad sort de prison, puis il est en probation, et il n'a pas le droit de quitter l'état dans lequel il n'a pas le droit de quitter l'état dans lequel il est, mais il va le faire quand même, parce que sa famille se fait jeter dehors de sa ferme, et il va arriver chez eux, ça va être tout en ruine, le tracteur va avoir renversé la maison, renversé les terres, puis tout le kit, pour planter du coton, parce que du coton, ça vend, j'imagine. Puis, avec sa famille, ils vont se dire on s'en va en Californie où est-ce qu'il y a de l'emploi. Puis durant tout leur voyage, ben, ils vont croiser divers obstacles. Ils vont aller dans des camps, rencontrer des groupes, puis des affaires de même. Puis ils vont vivre plein d'affaires vraiment dramatiques. Et le roman s'achève, puis c'est vraiment pas un spoil, parce que, en fait, c'est comme s'il s'achevait à mi-chemin, genre que l'histoire était pas terminée. Mais ça s'achève vraiment, en fait, sur une métaphore biblique. La fille qui est enceinte va perdre son bébé. Et en perdant son bébé, elle a encore le pouvoir d'allaiter. Puis il y a un vieil homme qui est sur le bord de mourir. Puis que sa seule façon de survivre, c'est de boire du lait. Fait qu'il se met à téter le sein de la mère enceinte. Mais c'est une personne âgée qui est sur le bord de mourir. Pourquoi est-ce que c'est une métaphore biblique? Eh bien, en fait, c'est que le pays où coule le lait et le miel, c'était ainsi qu'on décrivait la terre promise dans la Bible. Et ici, on a juste le lait. Tout simplement. Le lait, c'est la source de la vie pour un enfant. Une femme est source de la vie. La femme dans la Bible est source de la vie. Et surtout, un nouveau départ, un nouveau début, une arrivée. Bref, peut-être une façon aussi pour l'auteur de dire que, en fait, la terre promise, le paradis sur terre, c'est d'être entouré par ses proches. Je ne sais pas trop qu'est-ce que l'auteur voulait dire par rapport à ça. C'est une fin qui me laisse perplexe un peu, puis qui peut être interprétée de plusieurs façons. Moi, la mienne, c'est que c'était juste une métaphore du pays où coule le lait et le miel. Je saurais pas en dire plus. Ça enlève la vie à des personnages. C'est comme si Goth avait une critique sociale au lieu de dire qu'un bon roi, c'est ok. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est pas vraiment un spoil. T'sais, en fait, ce roman-là n'est pas là pour avoir un début puis une fin. Il est là pour dresser un portrait de la Grande Dépression. Mais c'est un portrait qui est très réaliste, considérant qu'il est basé sur les notes d'une femme qui a vécu ce que c'était réellement. Donc, mettons là que vous êtes quelqu'un qui est intéressé par l'histoire des États-Unis, par l'histoire des années 30, puis que vraiment vous vous dites j'aimerais ça lire un roman au lieu pas un document historique ou historiographique qui est vraiment genre complexe à comprendre et tout, mais juste genre un roman qui raconte une réalité. C'est un très très bon choix de livre, très bon choix. Mais il faut garder en tête que c'est un livre qui a été volé et que si vous êtes à l'aise de lire en anglais, le livre de Sanno Rabab est sorti depuis 2004 et son nom c'est Whose Name Are Unknown. Vous pouvez aussi vous le procurer, mais comme je dis seulement en anglais. Si vous ne lisez pas en anglais, je vous invite à vous tourner vers une traduction en français des Raisins de la colère. Donc c'est un fait. Puis comme l'auteur est mort depuis suffisamment longtemps, rassurez-vous, il n'y a pas de royalties qui vont lui être versées pour son vol de livres. Et voilà. Fait que c'est à peu près ce que j'ai à dire par rapport à ce roman-là.
Moi, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads parce que son grand défaut, c'est que les personnages sont pas extraordinaires. Mais bon, voilà. Oui, c'est très bon à savoir, en effet. En revanche, merci pour le résumé, ça fait très plaisir, toujours. Et maintenant, le deuxième roman, ben, c'est le Patrick Sénécal, celui que Maman Jo attendait, Résonance. Alors, ce roman-là est vraiment très court, soit dit en passant. Je veux dire, il fait 340 pages, puis il est quand même écrit gros. Donc, ça, c'est mon deuxième livre que j'ai lu durant le mois. Je l'ai lu genre en une journée, je l'ai torché genre un coup. Puis je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads, soit dit en passant. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je voulais la quatrième de couverture, qui cette fois veut dire quelque chose. Pour certaines personnes, passer une IRM s'avère une expérience angoissante. C'est ce que découvre Théodore Moisan, un écrivain de 51 ans au succès modeste, pour qui ce simple examen médical se transforme, à son grand étonnement, en une épreuve terrifiante. Heureusement, le tout ne dure qu'une quarantaine de minutes, et il se dit que cela n'a été qu'un mauvais moment à passer. Or, à la suite de l'examen, Théodore oublie certains trucs, comme son dîner avec sa fille Camille, ou le lancement littéraire de sa collègue Gerda, et même des événements de son passé. Et quelque chose cloche autour de lui. Les gens agissent bizarrement. Il assiste à une agression violente dans la ruelle si tranquille de son quartier. Il croise un policier qui semble douter de son témoignage. Sa femme elle-même, Julia, lui paraît différente, détachée. L'examen médical de Théodore a peut-être causé ses pertes de mémoire, mais comment peut-il avoir un impact sur les gens autour de lui? D'ailleurs, est-ce que les gens ont changé ou c'est lui? Que s'est-il donc passé durant cette IRM? Donc, je lui ai... Parlant de Sénécal, aujourd'hui, j'ai fini Histoire de gars, un collectif de 3 nouvelles. La dernière étant Sénécal intitulée Cri gémissement. Tu connais? Non, je n'ai jamais lu les nouvelles de Patrick Sénécal. J'ai seulement lu ses romans. Donc, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Ok. Donc, j'en ai un pour toi si tu ne l'as pas encore lu, Le Passager. Je l'ai déjà lu. Je l'ai lu au secondaire, Le Passager. Ça a été un de mes premiers Patrick Sénécal avec... non, le premier c'est Le Vide, puis le deuxième ça a été Le Passager. Donc, mais c'est ça, puis je les ai tous... je les ai tous achetés, les Patrick Sénécal. Donc, je les garde précieusement dans ma bibliothèque à l'état neuf. Parce que... Parce que... Parce que neuf, c'est bien. Voilà. C'est ça. Donc, pour en revenir donc à Patrick Sénécal, j'en reviens à mes notes justement. L'inspiration, c'est très clair. L'auteur lui-même a passé un IRM. Puis, l'auteur a comme vécu un peu un sentiment de claustrophobie. J'ai jamais passé d'IRM, mais la manière dont il décrit, moi j'aurais la chienne parce que je suis quand même claustrophobe dans la vie. Puis j'ai lu ça et j'ai comme fait, ah, c'est une monnaie de sacrement que je voudrais pas avoir à passer un IRM dans ma vie. Oui, je suis vraiment un fan. Et bref, grosso modo, le contexte social est vraiment très simple en fait. Puis sinon, ben, l'auteur a dit qu'il a voulu aussi sortir de ses pantoufles un peu parce qu'il voulait pas se répéter puis retourner aussi vers une approche fantastique. Fait qu'il a réussi en fait à retourner vers son ancienne façon de faire des livres, plus fantastique, mais en y apportant une touche de neuf un petit peu. Puis ça, c'est une très belle réussite de sa part. Parce que avant ça, il écrivait beaucoup des romans policiers. Je dirais que depuis la saga Malphas, il n'avait pas vraiment écrit de romans fantastiques. Il y a beaucoup de romans policiers qui se sont enchaînés. Celui-là est de retour avec du fantastique un peu. Puis civilisé, ben je crois qu'il retourne aux policiers un petit peu puis plus réaliste. Mais bon, à voir, ça va être le prochain Sénécal que je vais lire. C'est son dernier en date, justement. Donc, et il va aussi critiquer la rectitude politique et la polarisation sur les réseaux sociaux. Il y a deux groupes à l'intérieur qui sont extrémistes. Il y a un groupe woke qui s'appelle Vraie Égalité, puis il y a un groupe hyper conservateur qui s'appelle Les Hommes Debout. Donc, grosso modo, c'est comme, tu sais, déjà de base, ces deux mouvements-là, il y a des branches extrémistes, mais là, c'est extrémiste, extrémiste, extrémiste. Genre, il y a caricature encore plus dans le roman, pour essayer de dénoncer la rectitude politique puis la polarisation sur les réseaux sociaux. Et l'auteur, ce qu'il voulait aussi, c'était contrer une idée existante chez les auteurs, comme quoi les personnages portent eux-mêmes l'auteur vers une destination, puis que l'auteur n'a qu'à les suivre. Patrick Sénécal, lui, ce qu'il dit, c'est bullshit, c'est toi qui décides ce que tu fais des personnages, c'est pas eux autres qui ont leur vie propre. Fait que c'est une espèce de métaphore qui l'a comme toujours dérangé, puis il a décidé de faire de Théodore Moisan un auteur qui pense le contraire de ce que Patrick Sénécal pense. Fait, lui, Théodore Moisan, ce qu'il dit, c'est les personnages ont leur vie propre, puis sont portés par l'auteur, puis ils se font porter tout seuls, puis l'auteur n'a qu'à suivre. Alors que Patrick Sénécal pense l'inverse. Donc, il a interprété le personnage comme ça, et il a fait un peu une critique autour du milieu littéraire avec ça. Puis sinon, ben, les sources d'inspiration, ben, c'est du David Lynch, carrément. Je veux dire, il y a une citation au début par rapport à ça. Puis, il évoque aussi le film qui s'appelle L'Antre de la Folie, qui s'appelle The Mouth of Madness, qui a été réalisé par John Carpenter. Je n'ai jamais vu ces films-là, mais apparemment,
dans les entrevues qu'il donne, ce sont ses sources d'inspiration. Donc. Et aussi, il mentionne Italo Calvino, mais il dit pas pourquoi. J'ai pas trouvé qu'est-ce qui l'a inspiré parce que je connais pas du tout Italo Calvino, mais apparemment ça va faire aussi partie de ses sources d'inspiration. Et bien sûr, l'inspiration majeure, c'est le processus créatif d'écriture d'un auteur. Okay. Comme c'est du 5 ans, même pas besoin. Malphas, c'était spécial et vraiment bon. Oui, en effet. J'ai fait un IRM 2 fois et j'ai détesté les 2 fois, je comprends. J'espère ne pas en avoir en faire un. Ok, en effet. Je pense avoir lu un extrait du roman et j'ai comme fait nope. Ok, Malphas, c'était spécial et vraiment. Ok. Comme c'est du Sénécal, même pas besoin de le lire. Je parie que ces deux groupes s'entretuent. Ouais. Ouais. Pas mal. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le fantastique, c'est quoi en fait geek pour les gens qui ont oublié leur cours de français, on le confond souvent avec la fantaisie et le merveilleux à cause de l'expression médiévale fantastique. Tout à fait, ça va me faire plaisir. Donc le fantastique c'est un genre et dans le fantastique il y a deux en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, excuse, je recommence. La fantaisie c'est un genre, puis dans la fantaisie t'as deux sous-genres. T'as le merveilleux, puis t'as le fantastique. Le merveilleux, c'est quand ce qui est anormal fait partie de la réalité. Un bon exemple, c'est tous les films, mettons, de, tu sais, magie, monstres, etc. Genre, ça, c'est du merveilleux. Genre, c'est un univers où ça existe, ça finit là. Game of Thrones, dans une certaine mesure, rien qu'à cause des dragons puis de la magie du dieu R'hllor, c'est, voyons, c'est du merveilleux. Mais, de l'autre côté, mettons, dans le film Ça, de Stephen King, c'est un monde normal. Et là, paf, il y a un clown extraterrestre qui se met à bouffer du monde. On est dans le fantastique. C'est tout. C'est vraiment la différence majeure entre les deux. Donc, le fantastique, c'est quand du anormal vient se mêler à une réalité. Puis le merveilleux, c'est quand l'anormalité, ce qui est anormal, fait déjà partie de la réalité. C'est juste comme ça. Mais dans les deux cas, ça relève de la fantaisie qui est juste en haut. Puis qui combine les deux. Je crois que c'est le même qu'on le résumerait. Peut-être à dire, mais je pense que j'en suis au point avec Sénécal où il est devenu prévisible. Même avec Chris, Jimmy Smash, je savais déjà qu'il allait être du trouble, comment ça allait foirer. Intéressant, merci pour l'explication, ça fait plaisir. Oui, c'est pas mal ça. Mais c'est bien correct que tu aies posé la question, parce que ça me permet de le mettre aussi sur mon YouTube qui se fait enregistrer en ce moment. Donc voilà. Donc, ça c'est pour la mise en contexte, je vous ai donné le résumé. Puis grosso modo, en fait, on a un petit prologue descriptif qui m'a fait au début arquer un sourcil, parce que c'est pas trop le genre de Patrick Sénécal de décrire de cette façon-là, de nous faire découvrir ce qu'il y a à découvrir au sujet du personnage de Théodore Moisan. C'est pas trop son genre. Tu sais, vraiment, au début, ça commence, là, t'as une partie, genre. Tu sais, vraiment, je vais vous la lire. Théodore Moisan, 51 ans, blanc et hétérosexuel. Écrivain, il a publié 9 romans au cours des 23 dernières années. Des thrillers très noirs, matinés d'horreur, et parfois de surnaturel. Les critiques lui sont plutôt favorables, mais il connaît auprès du public un succès très moyen, nettement insuffisant pour en vivre décemment. Heureusement, Julia, son épouse, jouit d'un très bon salaire, ce qui a permis à Théodore de quitter son emploi d'enseignant il y a une dizaine d'années pour s'adonner à l'écriture à temps plein. Ça, j'ai l'impression que c'est un rêve de Patrick Sénécal parce que, Patrick Sénécal est enseignant à la base, au cégep de Drummondville. Ils sont ensemble depuis 26 ans, ce qui fait d'eux le couple le plus stable de leur entourage. Une fille est née de cette union, Camille qui vit en appartement depuis 3 ans. Lors de l'accouchement de Julia, des complications se sont déclarées et on lui a annoncé qu'elle ne pourrait plus enfanter. Bref, genre, t'as une description du personnage direct. Avais-tu lu Flo, Emma Browner? Je n'étais pas prête quand je l'ai lu. C'est mon préféré de Patrick Sénécal, mais oui, j'étais pas prêt moi non plus. Donc, la description du personnage est là, pis t'es comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Vraiment, ma première réaction, c'était comme, qu'est-ce que c'est ça, sacrément? C'est, what the fuck, pourquoi tu fais genre une description de même? Puis anyway, c'est ben trop normal pour qu'il se passe quelque chose, pour pas qu'il se passe de quoi après. Puis je me suis vraiment interrogé au début, puis quand à la fin, le punch s'est révélé, j'ai fait, oh, je viens de comprendre. Je peux pas vous le dire, parce que je vous suggère plutôt de le lire puis de découvrir, mais vous allez, au départ, tu fais ça, tu fais, qu'est-ce que c'est ça, sacrément, ça n'a pas rapport, pis c'est donc bien genre une faiblesse d'écriture qui n'est pas digne de Patrick Sénécal de faire ça. Non, ça a de l'importance, et ça a une cohérence, mais il faut que tu connaisses la fin pour ça. Mais je peux pas vous la dire. Elle est mentionnée dans mes notes de lecture, si vous voulez pas vous faire spoiler, je vais vous inviter à ne pas les regarder, et à trouver le livre, puis à vous l'acheter. De toute façon, il coûte pas vraiment cher, ça peut valoir la peine. Que Sénécal ait dit blanc et hétérosexuel, ça vient de sa fille qu'il trouve pas mal trop beau, qu'à son goût, a-t-il dit en entrevue. Surtout Flo et Résonance, ouais. Ma résonance, justement. T'sais, comme je dis, je vais pas dire tout ça. Sinon, sinon, prologue de présentation également avec Julia dès qu'elle intervient dans l'histoire, mais c'est lors du troisième prologue que je comprends le but, puisque cela semble être présenté comme un rapport objectif d'une histoire ayant déjà eu lieu, et Seigneur que j'étais dans le tort sur celle-là. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça.
Puis des fois, c'est comme, oh, il y a une ellipse, ah, ben, il n'y a rien à dire sur Théodore à ce moment-là, on passe à la suite. Genre, vraiment, c'est écrit textuellement, il n'y a rien à dire, il s'en va juste se coucher. Comme, ah, ok, voilà. Ça avait l'air bizarre un peu. Sinon, je me suis noté, j'adore le personnage de Camille, qui est une caricature de la fille woke d'aujourd'hui. Pas représentative, mais juste assez exagérée pour faire sourire. Gilles, de son côté, est la caricature du boomer frustré envers les jeunes. Dans les deux cas, la nuance a disparu ainsi que les filtres, comme sur les réseaux sociaux. Paf, voilà. C'est ça. Sinon, j'en suis presque à la page 100 et en toute sincérité, si je ne savais pas que Patrick Sénécal fait une critique indirecte du monde littéraire et du concept des personnages qui vivent, en opposition avec l'idée que le créateur contrôle les personnages qu'il crée, je l'aurais pas compris. Cependant, je remarque que les filtres commencent à tomber, comme si tous les personnages perdaient leur inhibition et se contentaient de dire et faire ce qu'ils pensent sur le coup. Cela se confirme lorsque Théodore, puis je dis pas le reste, parce que c'est un gros punch. Oui, ben en fait, c'est un concept chez les auteurs que les personnages vivent tout seuls, puis que l'auteur se laisse porter par la vie de leur personnage. Mais Patrick Sénécal, lui, dans la vraie vie, ce qu'il dit, c'est bullshit, c'est toi qui les contrôles, les persos. C'est toi qui décides ce que t'en fais. Il te contrôle pas. Tu sais, c'est à peu près ça. T'en as déjà dit pas mal trop tant qu'à moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, mais j'arrête ça là. Je donnerai pas d'autres affaires. Sinon, ben, il y a un personnage qui fait une référence à Il y aura des morts. Et il y a plein de petites références un peu partout. Il y a plein de références à tous les anciens livres. Je vous laisserai les découvrir. Je les contrôle pas tant que ça, mes personnages. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Cristaline? Veux-tu nous expliquer? C'est ça. Fait que bref, j'en dis pas plus sur tout ça. Je m'arrête là. Mais, grosso modo, c'est Théodore Moisan, il passe son IRM, le monde commence à capoter autour de lui, il essaye de comprendre, et, fun fact, évidemment, le roman a été écrit avant la sortie, mais j'ai vu une scène de IRM, j'avais vu une scène de IRM pas longtemps avant, parce que j'avais vu le film d'horreur Insidious de Red Door, puis j'ai vraiment, genre, ce que j'avais en tête, c'était exactement la même sensation que le personnage de Patrick Wilson vivait. Le personnage de Josh Lambert, en fait, vivait pendant son IRM dans le film. Fait que quand je lisais, j'imaginais ce que j'avais vu, genre, la semaine d'avant, puis j'étais comme, ok, la grosse panique, fait que, genre, ça a doublé mon sentiment de claustrophobie. À peu près ça. Donc voilà. Quand j'écris, des fois, c'est mes personnages qui décident de la suite de l'histoire. Maudite qu'une tour sombre des Sénécal verts, ça serait trippant. Malfort, c'était proche, mais pas tout à fait là. Du genre à lancer des dés. Fait souvent ça des références à ses autres livres, mais là, c'est plus prononcé que ailleurs. Pour vrai, je pense que tous ses anciens livres sont référencés quelque part. Genre, il y a des références de tout. Tout. Si vous avez tout lu l'univers de Patrick Sénécal, je vous invite à les découvrir. Puis tu sais, pour le multivers, Patrick Sénécal, ça existe un petit peu, mais c'est plus des références. Genre, mettons exemple, dans Le Vide, on raconte l'histoire qui s'est passée dans Le Passager. Dans Alice, on raconte l'histoire un peu de 51-50 rue des Ormes, bref. Puis, tu sais, c'est à peu près ça. Mais ça influence pas le reste de l'histoire. C'est pas, mettons, le multivers Marvel. On va dire ça de même. Alice a un lien avec elle aussi. Oui, en effet. Donc, bref, j'arrête ça là pour vraiment le résumer parce que je veux pas en dire plus. Parce que sinon, on rentre vraiment trop dans le crunchy, dans les spoils ou des choses de même. Mais lisez-le. Moi, j'y ai mis un 5 étoiles. Il est pas très long à lire. Moi, je l'ai lu en une journée au complet. Il vaut vraiment la peine. Puis si tu es un fan des livres de Patrick Sénécal, tu vas avoir plein de petits fanservices puis de petits easter eggs un peu partout qui vont te faire plaisir à trouver. Fait que vraiment, très bonne recommandation. Ce n'est pas mon Patrick Sénécal préféré, cependant. Mon préféré reste Flo, suivi du Vide. Mais un très très bon choix, mettons, pour quelqu'un qui voudrait retrouver un petit peu de la vieille recette de Patrick Sénécal, mais remise au goût du jour. Fait que ça, c'est pour Résonance. Et là, on va rentrer dans le gros morceau. Le très gros morceau. On va parler du prix de la démocratie de Julia Cagé, juste ici. Et les répercussions de ces événements-là. En effet, mon espoir, c'est que son roman en 2026 soit un genre de les événements de Le Vide 20 ans après. Ah, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien. Fait que bref, on est rendu à un autre sujet maintenant. Le prix de la démocratie par Julia Cagé. Donc, je vous lis la quatrième de couverture. Une personne, une voix. La démocratie repose sur une promesse d'égalité qui trop souvent vient se fracasser sur le mur de l'argent. Financement des campagnes, dons aux partis politiques, prise de contrôle des médias, le jeu démocratique est de plus en plus capturé par les intérêts privés. Se fondant sur une étude inédite des financements politiques privés et publics dans une dizaine de pays sur plus de 50 ans, Julia Cagé passe au scalpel l'état de la démocratie, décortique les modèles nationaux et fait le récit des tentatives, souvent infructueuses mais toujours instructives, de régulation des relations entre argent et politique. En France,
L'État a mis en place un système de réduction fiscale permettant aux plus riches de se voir rembourser l'essentiel de leurs dons aux partis politiques, alors que les plus pauvres, eux, paient plein pot. Ces dérives ne viennent pas d'un complot savamment orchestré, mais de notre manque collectif d'implication. La question du financement de la démocratie n'a jamais véritablement été posée. Celle de la représentation des classes populaires doit l'être sur un mode plus radical. Pour sortir de l'impasse, voici des propositions qui révolutionnent la façon de penser la politique. Des réformes innovantes pour une démocratie retrouvée. Alors, je vais vous donner comme direct en partant, je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Ouais, 3 étoiles. Donc, je m'explique. Ce roman-là a un défaut extrêmement majeur. Il est répétitif. Vraiment répétitif. Beaucoup trop même. Julia Cagé défend un total de 3 idées, et je vais vous en parler parce que ce sont de très bonnes idées. Mais 600 pages, c'est beaucoup trop pour 3 idées. Et malheureusement, elle va utiliser... Et puis en passant, sa démarche scientifique, elle est sur la coche. Genre vraiment, elle est irréprochable. Elle a des tableaux, elle a des graphismes, elle a des études, bref, elle a plein d'affaires et d'informations qui sont ultra pertinentes. L'affaire, c'est que quand tu utilises 40 tableaux, 40 sources, puis 82 graphiques pour défendre un seul argument, puis qu'à chaque fois tu répètes cet argument-là, comme si genre les gens lisaient le livre une phrase à la fois, hey, en vrai c'est lourd, c'est vraiment lourd. Malheureusement. C'est un roman, je pensais que c'était un essai. C'est un essai. Elle est professeure d'économie au département d'économie de Sciences Po Paris, co-directrice de l'axe évaluation de la démocratie. Elle vient parfois sur France Inter dans des débats et elle est très bonne. Elle a des très bonnes idées. Puis Julia Cagé, pour vrai, j'ai rien à dire sur la personne qu'elle est, puis sur sa profession, puis sur son professionnalisme. Mais mon Dieu, que son livre est pas bien écrit. Oh mon Dieu Seigneur, c'est lourd, puis c'est pénible. Tu sais, pour vrai, c'est con, mais je vais juste vous lire mon ressenti. Page 17 de la préface. Les opinions politiques de l'autrice sont déjà claires et j'adore qu'elle propose carrément le système du Québec. Parce que oui, elle propose dans son roman presque entièrement le système du Québec. Il y a des petites affaires un peu différentes, mais pas grand-chose. Genre, elle a dit interdiction pour les entreprises de faire des dons aux partis politiques. Au Québec, c'est comme ça que ça marche. Les dons individuels limités à 200€. Au Québec, c'est 100$ par personne, par parti politique, puis 200 lors des années électorales. Fait qu'on est à peu près pareil. C'est à peu près le même système. Puis, j'ai écrit ensuite, je suis étonné que les partis politiques français puissent recevoir des dons provenant de l'extérieur du pays. Macron ne s'est pas caché d'avoir organisé des levées de fonds à Londres ou à New York. Sinon, idée intéressante sur les bons pour l'égalité démocratique. Ça, j'adore cette idée-là. Qui consiste à allouer un petit montant à chaque année à chaque citoyen en droit de voter, afin qu'il décide sur son rapport d'impôt à quel parti il veut allouer son financement. Ça ressemble au Québec, sauf qu'on le détermine par notre vote aux élections. Ce avec quoi l'autrice est en désaccord. Il serait facile d'appliquer cette idée de renforcer la participation, mais est-ce que les gens auraient confiance que ces données sensibles et personnelles ne soient pas accessibles? Ça, c'est moi qui pose cette question-là. Et la réponse que donne Julia Cagé est que ce genre de protection existe pour le vote électronique. Tu donnes aux électeurs un code à usage unique et à entrer sur Internet pour qu'ils envoient leur vote d'argent à un parti, et l'administration fiscale ne possède que le montant total. Le numéro unique est un simple accès temporaire se régénérant chaque année. Waouh, j'adore. Je vous explique. Parce que les gens ne savent pas toujours comment le financement politique marche au Québec. Je vais vous le décortiquer de A à Z, ok? Au Québec, comment le financement fonctionne? Tu as 3 sources de financement pour les partis... Non, 4 sources de financement pour les partis politiques. Tu as les cartes de membres, que c'est maximum 25$ par année que tu peux vendre en tant que parti politique. Puis pour qu'un parti politique soit autorisé, il faut que tu aies 150 membres au moins. C'est pour ça que beaucoup de partis politiques au début mettent un membership gratuit pour que les gens s'y inscrivent puis que ça permette aux partis de survivre. Puis il y en a qui le font genre sans ça, puis vu que c'est confidentiel puis que c'est pas public, ben c'est pas trop de problème. Ou sinon ils vont charger un petit prix dérisoire, genre 5$, 10$. Par exemple, au PCQ, quand j'y étais à l'époque, quand je travaillais au Parti conservateur du Québec, la carte de membre était 15$ pour un an, 25$ pour 3 ans, puis 45$ pour 5 ans, si je me souviens bien. Ou 40, je suis plus sûr. 40 pour 5 ans, 25 pour 3 ans, puis 15 pour 1 an. Donc voilà. À peu près ça. Donc, ça c'est pour le membership. La deuxième source de financement, c'est les dons privés. Les dons privés, en gros, c'est que tu donnes, mettons, 100$ maximum par année, puis ça s'en va direct dans les poches du parti. Sauf que, avant, il va passer par une transition qui est Élection Québec. Élection Québec, en fait, tu fais un chèque à Élection Québec, puis t'écris, mettons, pour le Parti conservateur, pour le Parti vert, peu importe, puis eux autres, après, vont l'envoyer dans le compte du parti, tout simplement. Fait comme ça fait en sorte que tous les dons passent par des instances publiques et on en évalue si c'est corrompu, si c'est légal, etc. Ça, c'est notre système au Québec pour envoyer des dons. Et notre troisième source de financement-là découle directement de ces dons-là, ça s'appelle l'appariement. L'appariement, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est
une mesure qui fait en sorte que quand un parti politique reçoit 1$ de don, eh bien, Élection Québec va augmenter ce don-là de 2,50$. Fait que pour chaque dollar de don, Élection Québec en verse 2 piastres et demi jusqu'à ce qu'un parti politique ait atteint 10 000$ de dons dans une année. Ensuite, ce montant ajouté-là passe de 1$ pour 1$, donc jusqu'à 20 000$ de dons total. Puis au-dessus de 20 000, tu n'as plus d'appariement. C'est terminé. Ça, c'est bon pour les petits partis qui commencent puis qui peuvent aller chercher un peu de financement privé. Et le dernier mode de financement, c'est celui que Julia Cagé propose de réformer avec ses bons pour l'égalité démocratique. Au Québec, comment ça marche? C'est quand tu vas voter aux élections provinciales, si un parti politique reçoit au national 1% du vote, au moins il va se faire rembourser par l'État la moitié de ses dépenses électorales. Si il réussit à faire 15% du vote, c'est la totalité de ses dépenses électorales qui vont être remboursées. Mais, il y a une autre chose. Quand tu votes, ton don a une valeur monétaire qui est refaite à chaque 4 ans par Élection Québec. Par exemple, selon le nombre d'électeurs, il va y avoir un montant d'argent précis qui va être alloué. Puis, selon le nombre d'électeurs, on le divise. Fait que ça peut varier entre 2 piastres et 2 piastres 50. Mettons 2 piastres. Pour mon exemple, ton vote vaut 2$. Fait que, mettons, toi, hostie de vegan, tu décides d'aller voter pour le Parti conservateur parce que je trouve très drôle l'idée que tu fasses ça. Tu vas voter pour le Parti conservateur. Tu vas dire, yes, moi j'adore Éric Duhaime. Hop, je mets mon petit crochet sur son candidat. Et à chaque année, Élection Québec va verser 2 piastres au Parti conservateur parce que tu as voté pour lui. Et l'année de la prochaine élection, ils vont lui reverser un autre 2$. Donc, en gros, tu auras donné 10$ à Éric Duhaime par ton vote. Sauf que, ce que Julia Cagé propose, à la place, c'est de dire non, maintenant, c'est plus juste pendant les élections. C'est à chaque année, quand tu remplis ton rapport d'impôt, tu vas avoir une section qui va être attitrée avec un code à usage unique que tu rentres sur Internet. Puis toi, tu dis, moi, j'aimerais ça que mon 2 piastres cette année, il aille à telle partie. Et ça, ce que ça fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, ça sert de statistique pour mesurer l'appui populaire, fait que c'est très bon. Ça fait un hostie de bon sondage, soit dit en passant. Puis, c'est vraiment plus égalitaire, ça favorise l'engagement. Donc, en tant que membre de la communauté, je ne peux voter pour un... c'est ça. Voilà. Voilà, t'as tout compris. Exactement, t'as tout compris. Fait que... ce système-là, je l'adore. Ce serait super facile à mettre en place au Québec. Et je ne comprends pas pourquoi c'est pas encore fait. Puis je sais que, en ce moment, moi j'entends des affaires comme quoi François Legault est en train de réfléchir à un projet de loi pour abolir les dons privés depuis ces scandales avec les cocktails. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller puis qui va proposer cette idée-là. C'est super facile à mettre en place. Puis Revenu Québec est déjà tellement confidentiel. Je veux dire, Revenu Québec, là, ils ont peut-être tous vos renseignements, sauf que ils peuvent même pas les partager en dehors. Je veux dire, quand à l'époque on avait milité pour les garderies en milieu familial avec le projet de loi 143, quand j'étais au PCQ, les filles, parce que c'était majoritairement des filles qui étaient propriétaires de garderies en milieu familial, ils disaient, voyons, CRIF Revenu Québec a déjà CRIF transféré ça, fait, projet de loi pour transférer ça, mais non, ils pouvaient pas, parce que ça aurait brisé genre les confidentialités, les données personnelles et tout. Fait que le ministère de la Famille n'avait pas les données pour retracer des garderies qui sont supposées gérer, mais Revenu Québec les avait. Fait que tu sais, à quel point genre Revenu Québec c'est ultra protégé. Donc, salut Marty, comment tu vas? Hey, bienvenue à toi. Et qui te laisse un follow en plus, gagne-moi donc ça, si tu pas beau. Ah fuck, une pub. Merde, une pub. Ok, on va attendre un petit 30 secondes. Attendre un instant. Donc, un sondage disponible à ceux qui se débrouillent avec un ordi, donc peut-être pas entièrement représentatif de la population vieillissante, non. Exemple, mes parents ne pourraient pas aller en ligne pour faire ça. Ouais. Ah, t'as Turbo Marty! Ah, le chanceux, en fait. Mais je vais quand même attendre que... Je vais quand même attendre un petit peu le temps que ça passe, là. En théorie, maintenant, si vous m'entendez à l'heure actuelle, les pubs devraient être terminées. Voilà, c'est ça. Merci, le style vegan. Donc, juste te dire, Marty, je suis en plein... en fait, je suis en plein review de lecture. On est en train de parler de politique et de démocratie. Donc, voilà. Fait qu'on est en train de parler du financement des partis politiques. Puis, je suis en train d'expliquer comment le Québec fonctionnait. Puis, ce qui est proposé par l'autrice pour la France. Mais sinon, avant que tu arrives, j'ai parlé de Résonance de Patrick Sénécal et Des raisins de la colère de John Steinbeck. Puis après ça, j'ai un roman sur la retraite et un roman dystopique québécois, les deux, que j'ai pris au Salon du Livre. Donc c'est ça, je fais ça un lundi par mois en général, mais pas pendant l'été d'habitude. Là, ça va être comme mon dernier avant que je revienne au mois d'août. Donc c'est à peu près ça. Donc ce que je fais. Fait qu'écoute, installe-toi, profite-en, puis n'hésite pas à jaser avec nous autres, tu vas voir, ça parle beaucoup de politique ici.
Je sais que tu m'avais dit sur ton live que c'était pas un de tes sujets que tu connaissais le mieux, mais je sais que t'es quelqu'un de curieux, parce que tous les anciens profs sont curieux. Donc, voilà. C'est ça, fait que installe-toi et profites-en. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Donc, bon pour l'égalité démocratique, super open à ça. J'adore ça. Puis, elle propose quasiment le modèle québécois au complet sans le savoir. Fait que, génial. Pourquoi pas? Puis, elle emploie un petit ton sarcastique envers la droite politique que, je suis comme, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. J'aime ça, le petit sarcasme par bout. Et, comme je disais, donc, il y a une très, très belle mention honorable grâce à la présence de graphiques, de tableaux, pour illustrer tous les propos. Fait que vraiment, là, t'es comme, ok, c'est vraiment une très, très belle démarche. Malheureusement, qui est très répétitive, si on peut le dire ainsi. Donc, ça sert à prouver un point, puis on est déjà convaincu de ça. Puis, les 3 idées que Julia Cagé propose, elles sont dans la préface. Fait que j'ai vraiment eu la sensation d'avoir lu le livre pour rien. Genre, j'aurais pu lire la préface, puis j'aurais été correct. J'aurais tout compris. Puis, bref, je suis comme un peu, genre, pas déçu de l'avoir lu, parce que je me suis dit, je suis fier d'avoir poussé à bout, d'avoir essayé de retirer un peu de renseignements, parce qu'il y a des petites affaires dedans que je vais vous parler qui sont vraiment intéressantes, là. Donc, je vais y aller avec ça. Donc, la préface est quand même longue, elle a 50 pages, puis elle a été écrite 1 an après la publication. Puis, elle critique beaucoup, bien entendu, que le fait de se présenter de manière indépendante en tant que député est devenu peu accessible. Parce que le moyen pour faire de la politique, c'est de se présenter vraiment de manière concrète. Sauf que si tu n'as pas l'appui d'un parti politique, avoir l'argent pour te présenter, c'est vraiment difficile. Juste en termes d'affichage puis de publicité, c'est impossible de rivaliser avec un parti organisé qui fait campagne à l'année longue puis qui bénéficie d'un remboursement de dépenses électorales, ce qu'un candidat indépendant ne possède pas. Donc, en France, parce qu'au Québec, tu peux pas faire ça, mais en France, et même aux États-Unis, il faut que tu fasses un emprunt bancaire pour aller en élection. Mais quelle banque va vouloir te prêter pour aller en élection? T'es un candidat indépendant, t'as même pas de chance d'être élu. Hey, imagine. Fait que, voilà, c'est à peu près ça. Fait que c'est un peu problématique, si on peut le dire ainsi. Donc, le système au Québec, en fait, c'est le même principe, hein? Parce que je sais pas si vous le saviez, mais mettons tu veux te présenter comme candidat au Québec aux élections. Ce qu'on va te demander de faire, c'est d'avoir un agent officiel. Puis quand Élections Québec va t'avoir autorisé comme candidat, là, tu vas pouvoir ouvrir un compte en banque au nom de ta campagne. Et ce compte en banque-là, dedans, tu vas pouvoir y mettre de l'argent récolté par tes dons. Mais quand tu es candidat indépendant, ça prend du temps. Fait que si tu vas avoir le temps de gérer la banque avec tout ça, puis tous les comptes de banque et tout, il faut que ton agent officiel, il ait son autorisation dès le moment où les bureaux de scrutin sont ouverts. Genre la journée numéro 1. Ce qui signifie que tu pars vraiment en avance et tout. Puis ça, c'est compliqué. Puis encore là, faut que tu aies l'argent, faut que tu ailles la chercher. Puis si tu la dépenses, tu as des comptes à rendre. Bref, c'est vraiment, vraiment complexe pour quelqu'un qui veut se présenter comme indépendant. Fait que c'est pour ça qu'au Québec, les candidats indépendants font des campagnes pas de pancarte, puis ils font juste du porte-à-porte en espérant que les gens votent pour eux. T'sais, c'est à peu près ça. Donc, pour y remédier, ce que Julia Cagé propose, c'est de réorienter l'argent du remboursement des dépenses électorales au cours des campagnes vers les citoyens en faisant des chèques démocratiques qui s'attribuent à un candidat ou une campagne locale de la même manière que les bons pour l'égalité démocratique. En gros, ce qu'elle dit, c'est si tu fais campagne pour un parti politique ou tout seul, peu importe, tu obtiens au moins 5% et tu vas avoir un montant directement. Directement, tu as un montant. Puis les autres, ça va être redistribué évidemment au prorata. Et c'est un système qui existe à Seattle au municipal, soit dit en passant. Tu fais campagne là-bas, dès que tu as 5%, tu as un remboursement qui rentre. Peu importe. Fait que ça permet à des candidats indépendants de ne pas s'endetter suite à une campagne. Mais, puis avoir 5%, c'est pas si dur que ça. T'sais, mettons pour les systèmes proportionnels mixtes un peu partout dans le monde, généralement pour rentrer dans le Parlement, on va s'attendre à ce que tu aies un 5% minimum. Fait que ça va, c'est pas si mal que ça. Et sinon, bien entendu, la critique que il y a 29 millions d'euros de retour d'impôt qui est consacré aux 10% les plus riches juste parce qu'ils ont fait des dons aux partis politiques, ce qui n'a pas de sens parce que, comment je dirais bien ça? En fait, ce qu'elle dit, 29 millions d'euros de retour d'impôt pour le 10% de Français le plus riche juste pour les dons aux partis politiques en 2016, 21 fois plus que le montant dépensé pour les retours d'impôt du 50% de la population moins aisée, qui est de 1,3 million. Ça veut dire, grosso modo, qu'il y a eu 29 millions d'euros de retour d'impôt pour les 10% les plus riches parce qu'ils ont fait des dons à des partis politiques, sauf que de l'autre côté, la totalité des retours d'impôt et des remboursements d'impôts que l'État a versés à 50% de la population totalisait 1,3 million d'euros en 2016. T'es comme, ok, il y a peut-être un peu d'inégalité là-dedans. Donc, évidemment, elle nous dit que
à quel point elle est contre le financement des... voyons, l'auteur, elle nous dit qu'elle est contre certains financements, en fait, puis... Attends un petit peu. Ah non, j'ai mal noté mes affaires. Est-ce que j'allais vous lire de quoi, mais je viens de me rendre compte que j'ai pas écrit correctement mes affaires dans mes notes. Dans son introduction, grosso modo, ce que l'autrice, elle nous dit, c'est vraiment... Moi, ça prend un système de financement public. Mais ça prend un système de financement public, en fait, qui fait en sorte que c'est pas juste les riches qui contrôlent le jeu politique, tout simplement. Parce que c'est le peuple qui paie, mais c'est les riches qui contrôlent le jeu, puis ils sont minoritaires. Ce qu'elle dit, grosso modo, c'est que les pauvres financent les riches. Pour la ville de Québec, 8, 9, 8, 4, 80, 900 pop, c'est... Ok, tu fais un calcul mathématique. Pour la ville de Québec, pour la ville de Québec ou la province de Québec, parce que 8 millions, c'est la province de Québec, il me semble. Il n'y a pas 8 millions d'habitants dans la ville de Québec. En tout cas, je pense pas, hein. Je pense pas. À moins que tu me dises que l'immigration temporaire ait vraiment dégénéré dans la dernière année, je pense pas qu'on soit autant à Québec. Et que... Donc, ce qu'elle dit, c'est ça prend un financement public. Parce que le financement public, avec un bon système, permet au peuple de se réapproprier un peu de pouvoir politique puis de le gérer un peu à sa manière. Si c'est juste des dons privés, ben c'est juste les riches qui bénéficient du système politique. Parce que les partis politiques n'ont pas le choix d'aller quêter à des gens qui ont de l'argent. Mais les gens qui ont de l'argent, ils vont dire parfait, je vais te donner de l'argent, mais tu vas faire ça pour moi. Ça fait partie de la game. Google me donne toujours le Québec, même si je vis le Québec. Ah, c'est ça, exact. Ok? À chaque fois, ben, on en vient à faire ça. Le problème, c'est que partout dans le monde où il y a des financements publics qui ont été insérés, il restait tout le temps des défauts dedans parce que tout le monde voulait s'asseoir un peu le cul entre deux chaises. Par exemple, en Allemagne, il y a un système de financement public, sauf qu'il n'y a pas de limite aux dons privés. Fait que, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Les partis politiques bénéficient des dons publics, du système public, mais en plus, ils vont se quêter au privé, full de dons. Puis, l'industrie automobile en Allemagne finance tellement de partis politiques que ça en est presque de la corruption. Genre, puis à gros montant en plus. Fait que ça règle pas le problème. Et souvent, le réflexe que beaucoup de politiciens populistes ont, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est arrivé en Italie, par exemple, où ce que le mouvement 5 étoiles s'est rendu compte que le financement public, c'était de la marde, puis ils ont dit, nous autres, on sac ça à la poubelle si on rentre au pouvoir. Ils en ont fait leur cheval de bataille, puis ils ont gagné là-dessus. Puis le mouvement 5 étoiles, d'ailleurs, tu sais, fait intéressant, eux autres, là, ce qu'ils dénonçaient, c'était un système en Italie qui est, selon moi, complètement aberrant. Le système d'impôt que je vous ai décrit tantôt, ce que tu fais, c'est que tu as un montant qui est de tes impôts que tu payes chaque année, qui peut être alloué à un parti politique. Ça ne change rien à ce que tu as payé, mais tu peux allouer un montant de ton choix à un parti. Sauf que ce montant-là compte pour un vote à la prochaine élection aussi. Ce que ça veut dire, en gros, là, c'est que les personnes qui payent de l'impôt vont voter 2 fois pendant les élections, mais ceux qui n'en payent pas parce qu'ils sont trop pauvres, parce qu'ils ne gagnent pas assez haut salaire, vont voter une seule fois. Donc leur poids politique est hyper diminué, première des choses. Et, deuxième des choses, ben, ce système de financement-là a pour défaut, en fait, de ne pas être assez protégé au niveau des renseignements personnels en plus. Et, étant donné que c'est un pourcentage de tes impôts, ben c'est ceux qui payent le plus d'impôts qui donnent le plus d'argent via leurs impôts. Encore une fois, c'est les plus riches. Une autre fois. Fait que, on est encore pris avec le même problème. Et, ben, tu fais passer ça pour de la corruption, évidemment. Naturellement. Salut Nowhere, hey bonsoir Geek, salut le chat, je pense juste faire un coucou en coup de vent car il s'est fait tard par chez nous, des bisous et bon live à tous. Nowhere, merci d'être passé et bonne nuit à toi. Ouais, lui il est de l'autre bord de l'océan, donc voilà, c'est ça. Donc, puis d'ailleurs, Julia Cagé a vraiment en aversion le libertarianisme, donc la pensée libertarienne. Selon Julia Cagé, elle qualifie ça de fausse rhétorique. Elle dit, les milliardaires arrêtent pas de se plaindre que la démocratie puis l'État c'est de la merde, puis qui seraient bien meilleurs eux autres pour décider quoi faire de leur argent, puis qui seraient meilleurs pour l'investir pour le bien commun puis la communauté. Ils soutiennent aussi que l'État est complètement corrompu, il est trop lourd, il est trop lent, puis ils disent qu'ils veulent faire leur part pour la collectivité, mais à leur manière. Julia Cagé, ce qu'elle dit, c'est que ce discours-là, là, en fait, c'est juste de la bullshit, parce qu'il explique en gros que les avantages fiscaux sont tellement grands pour ceux qui font de la philanthropie et qui sont super généreux avec leur argent, que si tu retires tout ça, ben, personne ne serait généreux. Elle donne en exemple Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Checkez bien ce qu'il a fait. Il a créé une fondation. Une fondation, c'est exempté d'impôts. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que lui, il a vendu les actions de Facebook à sa propre fondation. Et ce faisant, ben, Facebook appartient désormais à une fondation.
Donc, c'est une bonne action en apparence parce que les gens savent pas qu'il est propriétaire de cette fondation-là. Fait qu'il s'est vendu à lui-même ses actions à un prix dérisoire pour que Facebook paye moins d'impôts au final. Parce que il a juste transféré le pouvoir de Facebook à une organisation qui est exemptée d'impôts et de droits de succession à payer. Le libertarianisme, selon l'auteur, ne passe pas le test de la réalité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça exactement. 28 000 votes, ça se prend très bien. Puis, évidemment, la pensée libertarienne, c'est de défendre la liberté comme précepte numéro 1. Une liberté sans État, ça veut dire une présence minimale. Et je vais juste vous citer Adrien Pouliot, l'ancien chef du PCQ, qui a souvent dit, quand on faisait du porte-à-porte ensemble, quand je travaillais pour lui à l'époque, il disait « L'État est essentiel, mais il doit s'en tenir à l'essentiel. » Maintenant, essayons de définir ce qu'est l'essentiel. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, comme on dit. Donc, bref, réduire la liberté à une volonté d'agir, c'est une incompréhension totale de la nature humaine, puis c'est une projection psychologique de la part des riches, tout simplement. Tu sais, grosso modo, les riches ne feraient rien s'il n'y avait pas d'avantages fiscaux à le faire. Carrément. Puis tu sais, c'est plate, mais on le voit à chaque fois, quand il y a des gens qui ont de l'argent, comment ils se comportent, à quel point, genre, ils s'en calissent qu'il y ait des gens qui souffrent. Juste la crise du logement à l'heure actuelle, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pointent un facteur pour dire, ouais, la crise du logement, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. C'est la somme de plusieurs facteurs. Puis parmi ces facteurs-là, ben, il y a de l'abus de la part des propriétaires. Des propriétaires qui se sont achetés des immeubles en plein COVID parce qu'ils se disaient qu'ils allaient faire de l'argent, puis maintenant ils sont pognés pour payer des dépenses énormes, puis ils sont pas capables de les allonger, puis finalement, ben, ils montent les loyers comme des caves, puis avec l'immigration temporaire, ça l'accentue. Bref, il y a plein de causes qui l'augmentent. C'est malheureux, mais, tu sais, je veux dire, ces gens-là seront pas généreux. Je veux dire, ils pensent à leur poche avant. Puis crois-moi, ils seraient généreux avec leur loyer s'il y avait des exonérations d'impôts à être généreux avec leur loyer, à baisser les loyers. Ils le feront pas. Ils le feront pas. Il faut pas se poser de questions. Donc, sinon, l'autre proposition de Julia Cagé pour améliorer donc la représentativité des classes populaires dans la démocratie, c'est ce qu'elle appelle l'Assemblée mixte. Grosso modo, elle propose une proportionnelle mixte, sauf que, au lieu que ce soit des députés sur une liste, puis que ce soit les partis qui choisissent les gens et tout, elle propose de mettre un critère obligatoire qu'il faut qu'il y ait 50% de la liste dans chaque parti politique qui soit occupé, donc en fait 50% des sièges de la liste qui soient occupés par des gens de la classe ouvrière, ce qui correspond à peu près à 50% de la population aussi. Fait que grosso modo, mettons, tu as 300 députés, tu en as 200 qui sont élus, tu en as 100 qui doivent être mis sur une liste, puis sur ce 100-là, il y en a 50 qui doivent être au moins des classes populaires. Ce qui fait donc un total de au moins 50 députés dits ouvriers. Et bien sûr, ce serait sur une base volontaire à qui veut se présenter. Donc, c'est à peu près ça. L'idée est bonne, difficile à appliquer, mais l'idée est bonne. Ça peut se faire. Moi j'y crois. Moi, j'y crois. Puis sinon, ben, pour chacune des parties du livre, elle va décrire en détail certaines affaires. Elle va décrire certains systèmes et tout. Je vais pas toutes vous les dire, je vous en ai déjà mentionné quelques-uns, là. Mais grosso modo, tu sais, je vous ai parlé de l'Allemagne, je vous ai parlé de la France, je vous ai parlé de l'Italie. Mais je peux vous parler du Brésil aussi. Au Brésil, là, il y a eu un scandale en 2015 qui s'appelle Petrobras. Les dons n'avaient pas de limite à cette époque-là. Genre, la seule chose que tu avais comme limite, c'était le maximum que tu peux donner à un parti politique, c'est 2% de ton revenu. Fait l'année précédente l'élection. Évidemment, qui avait le plus de revenus? C'était les riches, évidemment. Fait, les seuls pouvaient contribuer, ça a donné naissance au scandale de la pétrolière Petrobras. Par la suite, la loi a changé, puis ça a été permis de faire un don équivalent à maximum 10% du revenu brut fait l'année précédente l'élection. Finalement, ça n'a rien changé, c'est une trappe à corruption pareil. C'est ridicule, genre. C'est complètement ridicule. On est tout le temps dans le même problème. Et il y en a un au Québec qui a eu une idée un peu merdique comme ça aussi, qui s'appelle Éric Duhem, ton préféré, le style vegan. Éric Duhem avait eu une idée similaire que le nombre de dollars d'impôts payés devait équivaloir à ton nombre de votes. Il avait déjà dit ça à la radio. Si vous vous en souvenez. Il avait dit, ouais, si tu payes 100$ d'impôts par année, ben t'as 100 votes, des affaires de même. Genre, je suis comme, super, hein? Fait que, les grands constats et les grandes conclusions à laquelle l'auteur en vient au chapitre 1, grosso modo, c'est les riches donnent pour échapper à l'impôt. Les think tanks politiques affectent tout autant le jeu électoral que les partis politiques eux-mêmes, mais ont moins de limites. Les riches, quand on baisse leur fardeau fiscal, font moins de dons car ils n'ont plus besoin d'échapper à l'impôt. Fait que grosso modo, faut que on est pris dans une espèce de trappe où les riches contrôlent vraiment le jeu politique. Puis les think tanks politiques, je vais préciser ce que c'est parce que c'est très populaire aux États-Unis. Un think tank, en gros, aux États-Unis, je sais pas si vous le saviez, mais tu as un nombre limité de dons que tu peux faire. Ok? Tu peux pas donner comme tu veux un parti politique, puis tu peux pas dépenser autant que tu veux quand tu as un parti politique. Le Parti républicain, puis
Puis le Parti démocrate ont des limites de dépenses et des limites pour la récolte des dons aussi. Sauf que, il existe un type d'organisme qui s'appelle les think tanks politiques qui, eux, s'associent ouvertement à un parti politique et qui font campagne à leur place. Et eux n'ont pas de limitation. Fait qu'ils donnent pas d'argent aux partis politiques, mais les partis politiques peuvent leur verser des sommes puis rentrer ça dans leurs dépenses. Puis après ça, hop, ils font dépenses. Ils font campagne pour eux autres, un peu partout. On pourrait interdire les riches qui est pour... Il y a tellement toujours raison, surtout ce duel, mais un véritable modèle d'homme politique. Aïe, 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 aïe. C'est pas facile de lire ça ce matin. Fait que bref, ça c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Et le jeu fonctionne encore de même. Puis il y avait un financement public avant que Donald Trump arrive, mais Donald Trump a collé à la corruption parce que Donald Trump, puis il a aboli ça, mais maintenant, les think tanks politiques, ils prennent toute la place. Et on a encore le même problème que c'est encore une fois les plus riches qui mènent le jeu politique. Sinon, autre constat, les riches financent leurs préférences politiques et leurs intérêts personnels en se faisant rembourser par leurs impôts, leurs dons, afin qu'au final, cela leur coûte moins cher. Et bien sûr, ces remboursements viennent de l'argent public. Les pauvres ne peuvent pas bénéficier de ces mêmes avantages faute de moyens. Les partis politiques se retrouvent à la solde d'intérêts privés parce que c'est les riches qui ont les moyens de leur faire gagner les élections. Et le dernier constat, en fait l'avant-dernier, non, avant-avant-dernier, le 7e, tout ça est parfaitement légal. C'est légal. C'est ça qui est le plus triste là-dedans, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est même pas illégal. C'est pas criminel. C'est totalement légal. C'est fou pareil, hein? Complètement fou. Et finalement, finalement, cette capture par l'élite se retrouve aussi dans le domaine scientifique, puisque beaucoup financent des recherches et des études bidons pour venir confirmer certains faits scientifiques, à un point tel qu'on sait même plus ce qui relève de la science de l'intérêt déguisé. Et cette capture par l'élite se retrouve également dans les médias où des personnes riches financent, voire possèdent même des médias, et s'en servent pour faire la promotion de leurs idéaux à la télévision ou dans les journaux, pour convaincre les gens de voter dans leur sens. Certains poussent même jusqu'à se rendre en politique. Bonjour Pierre-Carl Pellado, qui, même s'il avait placé ses intérêts et son argent dans une fiducie sans droit de regard, ses actions, il va rester associé au Bloc québécois, au Parti québécois, puis à la Coalition Avenir Québec. Puis Québécois est encore associé à ça. Il y a des gens qui l'appellent parodiquement le Bloc québécois. Le Bloc québécois, les médias de Québécois. Il y a des tonnes de trucs qui étaient légaux avant qu'ils ne l'aient plus, décidons. Bien sûr que nos lois sont faites pour les riches. Oui, malheureusement. Fait que bref, c'est à peu près comme ça que j'avais à décrire ça. Ça, c'est les idées en général. Puis, tu sais, Julia Cagé a proposé ses différentes idées et tout. Ce qu'elle dit, par contre, c'est qu'elle dit l'Internet, c'est pas une solution, c'est un outil. Ça fait juste renvoyer le débat public dans un autre média en donnant l'illusion d'une plus grande participation parce qu'on commente. Mais la réalité, c'est que les jeux sont faits juste avec le ciblage précis via les renseignements personnels des réseaux sociaux. Fait que c'est pas vrai que faire campagne sur Internet, ça va favoriser l'engagement. Ça change en fait rien du tout. Même que ça empire. Le taux de participation baisse de plus en plus. Les gens deviennent de plus en plus cyniques. Une des solutions qui est proposée par Julia Cagé, donc c'est l'Assemblée mixte, ça j'en ai déjà parlé, et tout. Sinon, il existe des moyens d'initiative populaire, comme la procédure de destitution par la population d'un élu et les référendums. Elle dit, ces deux idées-là sont inapplicables. C'est pas qu'elles sont démocratiquement mauvaises, c'est qu'elles ne sont pas applicables parce que c'est très coûteux, puis les dés sont souvent déjà pipés parce que les campagnes référendaires fonctionnent de la même façon que les campagnes politiques. Un camp va dépenser, celui qui a le plus à gagner va dépenser beaucoup d'argent, et le nombre de personnes qui vont faire des dons, encore une fois les plus riches, peuvent piper les dés. Et ça fait en sorte qu'une minorité peut se mettre à diriger pour une opposition systématique. T'sais, s'il y avait une procédure de destitution par la population, t'aurais les politiciens qui s'arrangeraient pour faire destituer des députés en cachette par des œuvres citoyennes. Fait que, moi j'ai longtemps été pour ça, puis depuis que j'ai lu ça, je suis pas mal convaincu que c'est pas nécessairement une bonne idée. Par contre, est-ce qu'il pourrait avoir une réglementation que si tu changes de parti, tu dois te représenter? Ça pourrait se faire. Ça, je serais d'accord avec ça. Et les faux comptes et le spam, effectivement. Et sinon, le tirage au sort, une idée qui était défendue par Étienne Chouard en France pendant longtemps. C'est intéressant de noter que l'expérience a déjà été tentée en Islande, soit dit en passant, où il y a 90 citoyens qui ont été sélectionnés au sort, puis que 25 ont été retenus pour faire une assemblée constituante comme Québec solidaire le propose, pendant que des experts du gouvernement faisaient le même travail qu'eux, créer une nouvelle constitution en Islande. Il se trouve que les versions de constitution par le peuple étaient meilleures, plus ouvertes, plus tolérantes, plus inclusives et plus démocratiques que les constitutions qui étaient proposées par les 10 experts. Évidemment, il y a des intérêts à défendre derrière tout ça. Et ça s'explique par un concept très simple qui s'appelle l'intelligence collective. En gros, ce que ça soutient comme théorie, c'est que 90 imbéciles ensemble vont quand même être plus intelligents que 25 surdoués ensemble. Comment? Parce que
plus t'as de gens qui ont des idées variées, différentes, plus il y a de débats et plus les gens bénéficient de l'intelligence de la somme, tout simplement. En fait, la somme des intelligences de tout le monde bénéficie au final à la société. Donc, même si tu prends des imbéciles ensemble, puis je dis imbéciles dans le sens de gens, mettons, soit des gens qui comprennent pas trop les affaires, qui veulent pas trop comprendre, qui sont curieux ou pas curieux, ou qui sont juste complètement pas éduqués, au final, ils vont quand même en ressortir avec de quoi de meilleur que des experts. Oh, je savais pas qu'on pouvait être plus intelligent en étant nombreux. Il y a des situations où, dans les cas de radicalisation, ça peut être le contraire. C'est un fait. Le problème, c'est que ça dépend des contextes. Parce que là, tu les mets à une table de travail pour que. Puis ils viennent de milieux différents. Fait que c'est pour ça que ça marche. Mais si tu mets tous des gens qui pensent pareil, là, oui, il va y avoir de la radicalisation. Mais vu qu'ils pensent différemment, ben là, soudainement, hop, il y a plus de réflexions qui viennent. Ouais, habituellement, j'entends l'inverse. Ouais, mais pourtant, non. C'est particulier, hein. Moi aussi, j'ai cru que c'était l'inverse. Mais non. Au contraire. Dans un cadre de travail comme ça fonctionne bien. Évidemment, ça fonctionne pas dans tous les cadres, mais dans ça marche. Donc, bref, c'est un peu les idées qui ont été faites. Puis, évidemment, l'autrice est complètement à gauche. Je veux dire, elle est associée au Parti Socialiste. Puis, elle s'en cache même pas. Puis, c'est super correct. Je veux dire, c'est ça, c'est super correct, il n'y a pas de problème. Au même titre que j'ai encore de la discussion avec mes élèves, Cristaline. Si j'en encadre pas, évidemment qu'ils vont dire des dingueries. Mais si je leur pose un cadre précis, ils peuvent dire des affaires super pertinentes et super plaisantes à écouter. Fait que bref, elle a tout fait ses études, puis elle a préparé son roman, son travail là-dedans, mais c'est un travail. Malheureusement, c'est trop lourd à lire. Fait que ce que je vous dirais, c'est que pour connaître les idées de Julia Cagé, écoutez-la quand elle passe dans les médias, puis allez voir son site web, parce qu'elle a un site web qui s'appelle Le Prix de la démocratie, qui est très intéressant, puis selon moi, ça vaut plus la peine d'aller voir là que de lire le livre, parce que le livre est très long, très lourd malheureusement. Fait que je lui ai mis 3 étoiles, puis c'est pas parce qu'il y a des mauvaises idées, je trouve même que les idées sont super bonnes, mais malheureusement, c'est pas le bon format, puis c'est pas bien écrit. Je trouve ça dommage. Peut-être qu'il faut effectivement... Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. C'est à ça que tu faisais un plus 1. Fait que voilà, c'est à peu près ça pour le prix de la démocratie. Donc, comme je vous dis, s'il vous plaît, amenez-nous ça au Québec. Amenez-nous ça vraiment au Québec. Je suis down, 100%. Mais, par pitié, genre, j'espère que Bernard Drinville écoute la TV française de temps en temps, vu que, Mathieu Bock-Côté, il passe tout le temps. Puis je suis surpris que Mathieu Bock-Côté ait jamais parlé de ça à l'intérieur de ses chroniques, parce que bon... En fait, non, je suis pas surpris, parce que Mathieu Bock-Côté est de droite en France, fait que voilà, c'est à peu près ça. De droite en France. Ici, il est plus de centre-droite, mais là-bas, c'est de la droite. Donc ça, c'était pour mon 3e livre. Le prochain dont j'ai à parler, c'est un roman très, très mignon, Bernard Drinville, je le vois plus Netflix and chill, ouais, qui s'appelle Cellule grise. Alors, comme vous pouvez le constater, le livre est absolument pas gris. Pour vrai, quand j'étais au salon du livre puis que je l'ai acheté, je cherchais le livre. J'étais comme, voyons, Criff, il est où? Si les éditions de Mortagne, comment, je le trouve pas, là. Moi, je cherchais un livre gris, un petit peu teint sombre, de quoi de même, là. Je veux dire, ça s'appelle Cellule. Hein? Voilà. Non. Bleu, jaune, avec une cage dorée. Merveilleux. Je l'aurais jamais trouvé. Après, on fait du karaoké des cowboys fringants. Exactement. Exactement. On l'aime, notre... on l'aime. Voilà. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture maintenant. Donc, la vie ne tient pas toujours ses promesses. Voilà la conclusion à laquelle parviennent 3 vieux complices dont la retraite a pris la forme d'une prison. Pour Albert, habitué au sommet d'une prestigieuse carrière d'enseignant en médecine familiale, le choc est brutal. Sans son boulot, il est inexistant. Paul, ancien urgentologue, est désormais l'otage d'un horaire de gardiennage aliénant, gracieuseté d'un fils qui se reproduit plus vite que son ombre. Le fils en question a 6 enfants. Et des triplés à travers ça. Et Bruno, après avoir consacré plusieurs décennies à soigner ceux dont la mémoire prend l'eau, se voit désormais obligé d'accompagner sa femme qui se noie, elle aussi, dans cette maladie, à fait de l'Alzheimer. Chaque cellule a une porte, toute serrure a une clé. À compter d'aujourd'hui, les règles du jeu vont changer. L'opération Cellule grise est lancée et aucune ruse n'est interdite pour retrouver sa liberté. C'est un roman qui parle de la retraite, grosso modo, et sérieusement, c'est la surprise de l'année. Je m'attendais vraiment pas à accrocher à un roman qui parle de la retraite comme ça. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en 2 shots. Je l'ai commencé un peu chez nous. Je l'ai amené quand j'étais en week-end chez Bobby Marie pendant son sabaton. Puis un matin, je me suis levé parce qu'elle adore tard. Puis je me réveille tout le temps de bonne heure. Fait qu'avant qu'elle se réveille puis qu'on poursuive comme les concepts de Twitch et tout, moi j'ai lu le livre puis je l'ai lu au complet. Genre, j'ai vraiment accroché. Ce serait une belle prémisse de téléroman, ça. Oui, une très belle prémisse. Fait que
Je vais vous donner mon ressenti. Donc, c'est vraiment très drôle la description des histoires d'Amande d'Albert. Il a 70 ans et il y a plein de stéréotypes sur la sexualité des personnes âgées. Cette section les détruit tous et c'est très bien. Je sens que le reste du livre va tenter de démystifier ce qu'est la retraite et la vie des personnes âgées. Ça, c'est vraiment drôle. Albert, dans le fond, l'histoire commence, puis il prend sa retraite, puis sa femme le divorce. Parce que, genre, il a dit, tu t'as jamais prêté attention à moi, il y a toujours eu que la médecine dans ta vie, je suis plus capable, j'ai besoin de partir ailleurs. Il a 70 ans, puis il couche à gauche puis à droite. C'est fucking drôle. Genre, il a l'air d'un adolescent, genre, ou d'un jeune adulte, genre, qui court les bars. C'est fucking drôle. Tu sais, mais la réalité, là, c'est que, oui, les personnes âgées ont une vie sexuelle, puis ils n'ont pas besoin de se mettre du Viagra pour avoir une vie sexuelle. Pas toutes. Tu sais, ça fait partie de la vie. Donc, c'est ça. Donc, je continue. La liberté retrouvée, du temps pour soi, le repos bien mérité. La vie ne tient pas ses promesses et aucun des trois hommes n'est bien dans sa retraite. Ils ont passé leur vie à travailler et quand la retraite est arrivée, ils n'étaient plus à même d'en profiter. Ils sont pris chacun dans une cellule. J'aime beaucoup cette description. Genre, c'est vraiment comme ça que c'est décrit. L'histoire de Bruno qui veut laisser mourir sa femme vient beaucoup me chercher. C'est une décision par biais d'omission qui suscite beaucoup de culpabilité chez les proches, mais qui est importante pour lutter contre l'acharnement. Ses pensées sombres où il s'imagine laisser sa femme disparaître ou mourir de manière horrible retransmet parfaitement son sentiment de culpabilité. Le tiraillement entre le soulagement et la culpabilité est une réalité difficile. Et conclusion, j'ai adoré ce livre, je suis très surpris du réalisme et de voir à quel point le récit est touchant. Il met en lumière une réalité de la retraite que beaucoup tendent à oublier. Et pour vrai, ce n'est vraiment pas surprenant que l'auteur soit un médecin. Genre, l'auteur est travailleur social et enseignant de clinique agrégé au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval. Le livre est écrit à la première personne, mais les trois premières personnes s'échangent entre Bruno, Albert et Paul régulièrement. Ça paraît que l'auteur il connaît ses affaires et ça paraît qu'il a côtoyé des personnes âgées puis la gériatrie beaucoup, qui voit ce que c'est la retraite pour beaucoup. Fait qu'il décrit une réalité qui est vraiment importante. L'histoire, grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'à tous les mercredis, Paul, Albert et Bruno, qui se connaissaient à l'époque où ils travaillaient ensemble, chacun dans leurs affaires, prennent leur retraite, mais eux autres qui pensaient en profiter, avoir du fun, puis avoir une belle retraite, leurs plans sont chamboulés. Albert se fait divorcer par sa femme, il se met à coucher à gauche puis à droite, et il finit par jeter son dévolu en se faisant passer pour un patient auprès d'un jeune médecin qui essaye de donner des conseils, sans qu'il sache que le patient qui est devant lui, c'est le légendaire Albert Frenette, qui est un médecin hyper connu puis hyper prestigieux. Paul, de son côté, c'est un urgentologue, puis il finit par se ramasser à s'occuper des enfants de son fils Thierry. Il y en a 6 au total. Puis ils viennent les porter tous les jours à la maison. Puis, tu sais, la femme de Paul est comme, oui, mes petits-enfants. Puis tout, puis Paul est comme, c'est filles qui sont fatigants. Genre, oui, je les aime, mais pas à tous les jours. Genre, tu sais, je les ai déjà élevés, mes enfants. Fait que, bref. Et ça, puis c'est très drôle parce qu'il est hypochondriaque. Voilà, c'est juste drôle, il est hypochondriaque. Voilà. Et c'est lui qui agit comme médiateur parce que Albert et Bruno ont deux caractères bouillants, chacun opposé. Puis Paul, c'est comme celui qui est entre les deux, qui aime ça désamorcer les conflits parce que lui-même aime pas les conflits. Puis Bruno, ben lui, était gériatre avant la retraite, puis il a pris sa retraite en avance pour s'occuper de sa femme atteinte d'Alzheimer. Et il agit comme aidant naturel. Fait que là, on est comme la personne. Tu sais, on a comme trois affaires. On a la solitude, la personne âgée qui vit la solitude. On a la personne âgée qui est aidante naturelle de son conjoint ou de sa conjointe. Puis on a la personne âgée qui se fait prendre pour une gardienne de service constamment. Ce sont trois réalités de la retraite qui existent, puis que les enfants de ces personnes-là, les proches, oublient parfois. Et chacun d'entre eux va vouloir se sortir de ce carcan-là, chacun à une manière. Albert, ça va être de prendre sous son aile un jeune médecin résident à l'hôpital où il travaillait autrefois. Paul, ça va être de trouver le moyen pour que son fils, parce qu'il veut pas lui dire pour pas le confronter parce qu'il aime pas le conflit, ça va être de trouver le moyen pour que son fils puis la mère des enfants ne viennent plus les porter parce qu'ils estiment que Paul est trop dangereux puis incapable de s'occuper d'eux autres, trop irresponsable. Et Bruno, ben lui de son côté, il cesse de s'occuper correctement de sa femme puis il se dit, au lieu de genre essayer de la maintenir artificiellement en vie, ben je vais juste genre, si elle est diabétique mais je m'en fous, elle va manger ce qu'elle veut, puis au pire elle fera une crise, ce sera ça, on fait pas d'acharnement. Puis, l'histoire se termine bien entendu d'une manière que je ne décrirai pas parce que je pense que c'est important de vivre ça. Mais grosso modo, l'histoire va être chacun trouve son échappatoire à travers tout ça. Et, sincèrement, Bruno, c'est venu me chercher. Bruno, c'est beaucoup venu me chercher. C'est ceux qui me connaissent savent que ma mère avait la sclérose en plaques. Puis que j'ai été son aidant naturel pendant des années avec mon beau-père. Et c'est lourd à porter. Puis c'est dur de le dire à haute voix que c'est lourd à porter. Parce que t'as l'impression d'être un ingrat qui veut pas s'occuper de sa famille, de la personne qui l'a élevé, qui veut pas s'occuper de la personne qui est proche de toi, puis de sur quoi ta mère. Mais c'est lourd à porter.
Puis c'est hyper restrictif. Ça te demande de faire beaucoup, beaucoup de choses. Ça te demande de négliger tes heures de travail. Ça te demande d'être disponible alors que tu pourrais vivre une vie différente. Ça te demande de faire des choses qui sont pas prévues puis qui sont pas dans l'ordre naturel des choses. Moi, j'ai jamais eu nécessairement à vivre ça. Mais de devoir, mettons, s'assurer que tout le bain est donné, etc. et tout. Tous des petits gestes qu'il faut que tu penses pour être sûr que ta mère dans la maison, la personne qui est malade, ne subisse pas de problème. Là. Ça, c'est une pression qui se met sur les épaules. Mais toutes des affaires comme donner un bain à la personne, d'avoir une toilette proche du lit ou à laquelle il faut que tu changes le seau parce qu'elle ne peut pas se rendre tout seule à la toilette pendant la nuit. Le fait de devoir te taper toi-même toutes tes tâches ménagères, de devoir t'occuper toi-même de l'époussetage, de la cuisine, bref, de faire tout ce qui est l'entretien de la maison ou de l'appartement. Le fait de devoir être présent pour t'assurer qu'il y ait de la nourriture, de tout préparer en avance, c'est toutes des affaires à laquelle on pense. Puis de réadapter la maison avec les moyens du bord. Par exemple, de mettre des morceaux de bois cloués en haut d'une porte pour pas que la porte se ferme parce que la porte est tellement mal chiée que c'est trop dur à la tirer. Et pour être sûr qu'elle se ferme pas pour que ça marche, ben hop, tu la mets comme ça, tu plantes une affaire, t'installes des rampes dans les escaliers pour être sûr, t'installes une planche dans le bain, etc. C'est toutes des affaires à laquelle tu dois penser. Puis s'occuper de ça au quotidien, c'est très lourd pour des personnes qui sont jeunes. Fait qu'imaginez pour des personnes âgées qui ont vécu toute leur vie, qui ont travaillé toute leur vie, puis qui veulent un moment de relaxation, puis finalement, ben, ils en auront pas parce qu'ils doivent le faire. Puis vu que t'aimes la personne, tu veux t'en occuper, puis t'oserais jamais dire à haute voix que c'est trop lourd, puis tu veux pas porter ça. La réalité, c'est que oui, c'est lourd. Oui, c'est lourd à porter. Puis on se sent coupable de penser comme ça, même si c'est la réalité. Même si c'est la réalité. Et moi, l'histoire de Bruno, c'est venu m'interpeller vraiment beaucoup. Puis quand ma mère est décédée, puis qu'on a fait le choix de ne pas s'acharner, de ne pas guérir l'infection urinaire qu'elle avait à ce moment-là, puis de juste attendre parce que c'était la deuxième qu'elle avait, puis que la sonde n'avait rien changé. Quand on a fait ce choix-là, ben on s'est demandé intérieurement, est-ce qu'on le fait par égoïsme parce qu'on est tanné de porter le fardeau d'avoir quelqu'un qui est en CHSLD, de devoir s'en occuper, de devoir aller la visiter régulièrement, de devoir imposer ça à notre horaire de vie. On s'est posé la question, puis le fait de se poser la question suscite un énorme sentiment de culpabilité. Puis quand la personne part, t'es comme, oh, il y a un sentiment de libération, puis tu te dis que t'es fucking un ingrat de penser de même parce que la personne que t'aimes vient de mourir. C'est fucking lourd à porter. Puis Bruno retranscrit tellement bien cette réalité-là, ça c'est venu vraiment, vraiment beaucoup me chercher. Ça a été dur, j'ai pas versé de larmes, rien en lisant le livre, mais genre je comprenais tellement bien cette réalité-là, puis je me suis dit, ok, c'est à ce moment-là que je me suis dit, l'auteur sait de quoi il parle. Il sait ce que c'est que de vivre ça. Puis, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il devrait avoir une définition légale de l'aidant naturel. Puis, quand j'ai milité pour ça au PCQ, on m'a dit que ça servait à rien puis que c'était inutile et tout. Bref, c'était à peu près ça. Puis, on me donnait tout le temps des arguments rationnels pour venir le justifier. Mais la définition légale de l'aidant naturel, François Paradis de la CAQ avait promis que ça arriverait, ça n'a pas vraiment été fait. Ça n'a pas vraiment été fait. Puis, les aidants naturels, c'est eux qui ont le plus de difficultés à gérer tout ça. C'est les premiers à être touchés par la maladie d'une personne. Et c'est des gens qui font la job d'un préposé aux bénéficiaires ou d'une infirmière sans en avoir la reconnaissance légale. Fait que bref, ce roman-là rouvre beaucoup d'yeux. Puis s'il y en a qui connaissent des gens à la retraite puis qui reconnaissent certains patterns, là, ben, je vous dirais que les sentiments décrits par les personnages sont... Il disparaît que l'idée François Paradis. En effet. Fait que voilà, c'est à peu près comme ça que je décrirais le roman Cellule grise. C'est un roman qui m'a vraiment beaucoup interpellé. Puis c'est ma surprise du mois. Pour vrai, je le recommande. Il est pas très long à lire. Il est vendu aux éditions de Mortagne. Il coûte pas cher. Il est facile à comprendre. Je l'ai trouvé très bon. Puis je vais pas dire comment ça se termine. Mais la fin est quand même triste. Merci encore pour le résumé. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir et tout. Et bref, gros encouragement. N'hésitez pas à aller vous le procurer aux éditions de Mortagne. Puis justement, parlant des éditions de Mortagne, il se trouve que j'ai 2 romans le même mois qui viennent du même éditeur. Mais cette fois-ci, on va pas parler d'un roman drame, si on peut le dire ainsi. On va parler d'une dystopie, qui est le premier tome d'une saga qui s'appelle La Cité de Sang. Salut Chloé! Je pense que je vais le proposer à mon club de lecture. En vrai, ils vont adorer. Ils vont adorer, puis c'est un livre qui est relativement récent. Je crois qu'il est... En quelle année qu'il est sorti? Il est quand même récent. Parce que c'était lui qui était présenté, genre... Ah, c'est ça, il est sorti en 2023, il est très très récent. J'espère que tu vas bien, toi, d'ailleurs. Bref, et le dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, c'est La Cité de Sang de Kathleen Thibault. Kathleen Thibault, qui est une jeune autrice qui a déjà fini cette saga-là. Il y a 4 romans,
dedans. Donc, elle m'a dit qu'une de ses inspirations, ça avait été la saga du labyrinthe avec l'épreuve et tout, le concept de ça. Ça se passe dans un Montréal dystopique où est-ce que la Terre a été dévastée par un virus, puis les survivants se sont regroupés dans une cité sous-marine sous Montréal. Alors donc, je vous lis la 4e de couverture. La Terre a été ravagée par un virus qui a rendu toute vie impossible. Ayant prédit la catastrophe, des chercheurs s'étaient déjà mis en quête d'un remède. Des survivants ont été amenés dans une cité sous-marine Idrissa, imperméable à l'horreur qui se déroulait à la surface. Avec leur sang, on a fabriqué l'antidote capable de sauver l'humanité. Cet endroit est tout ce qu'a connu Bryn depuis sa naissance, comme plusieurs générations avant elle. Elle s'y sent en sécurité et fait confiance au gouvernement, jusqu'à ce que des événements l'amènent à douter. Et si sa vie entière était basée sur un mensonge? Donc, Kathleen Thibault, en fait, elle est diplômée en psychologie puis en criminologie, et elle dit souvent, en fait, qu'elle a tout oublié dans ses études, puis elle adore comédie musicale, jeux vidéo et tout le kit. Je lui ai écrit pour lui demander un peu ses sources d'inspiration et tout le kit, qu'est-ce qu'elle aimait, etc. Puis elle me dit qu'elle aimait vraiment le genre de la dystopie, puis qu'elle voulait écrire sa propre dystopie dans un univers au Québec. Donc, ce n'est pas ma première dystopie que je lis, mais c'est la première dystopie québécoise que je lis, par exemple. Et, sincèrement, c'est une très bonne réussite. Je lui ai donné 4 étoiles, par contre. Pour une raison très simple, en fait. C'est que le roman est excellent pour décrire un univers. Genre, l'univers dystopique de la cité d'Idrissa est extrêmement bon. Tout est clair, tu le sens que c'est lourd, tu le sens que tu es surveillé, puis tu le sens que tes moindres faits et gestes peuvent avoir des conséquences absolument désastreuses, puis quand la fin se révèle, tu te rends compte que c'est encore pire que ce que tu pensais. Puis ça, tu t'attends pas à ça. T'es comme, ok, je suis vraiment flabbergasté, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit aussi pire que ça. Puis là, tu te rends compte de ça. Je vous mets en contexte un petit peu. Les gens qui sont dans la cité... Dans le fond, il y a 2 personnages principaux. Il y a Tanner puis Bryn. Bryn, c'est celle dont on a déjà parlé. Et oui, ça pourrait faire un très bon univers de JDR puis une très bonne saga de film aussi, soit dit en passant. Donc, on a Bryn et Tanner. Tanner et Bryn ont tous les deux un point commun. Ce sont des élèves parfaits. Ils sont allés à l'académie, ils ont passé les tests, ils ont été jumelés à un métier et ils sont comme les meilleurs. Vraiment les meilleurs. Et voyant que Bryn a des très bons résultats, on la jumelle à Tanner pour qu'ils soient mariés, pour qu'ils habitent ensemble et qu'ils fassent des enfants. Bref, c'est leur devoir de citoyens de faire des enfants. Et chaque jour, les citoyens ont pour obligation de faire un don de sang pour le virus et tout. Donc, ils le font. Et en échange de leur don de sang, on leur fournit des doses d'antidote qu'ils doivent prendre à chaque jour pour ne pas attraper le virus. Parce que, selon ce que le gouvernement dit, chaque citoyen est porteur du virus, puis pour l'empêcher de se déclencher, eh bien, ils doivent s'injecter l'antidote. Mais, problème, Bryn est une élève parfaite qui croit en sa cité, et Tanner, de l'autre côté, travaille pour l'Arme H, qui est une organisation terroriste criminelle, qui a commencé à se rendre compte que tout ça n'était qu'un complot organisé pour asservir la population. Tanner n'a pas pris d'antidote depuis des années, et il sait, grosso modo, c'est quoi la vérité derrière ça. Et il sait que cet antidote-là n'est pas qu'un simple antidote, il est beaucoup plus que ça, pour cette raison-là. Et on se rend compte, grosso modo, que Bryn va avoir à faire un choix crucial entre suivre son amour pour Tanner, qu'elle a fini par développer, lui faire confiance et rejoindre une organisation terroriste elle aussi, ou bien se livrer, parce que sa petite sœur est encore à l'académie, et ce faisant, eh bien, le gouvernement sait qu'elle est là et elle peut l'utiliser comme otage pour essayer de la convaincre de se rendre et de livrer l'arme H. Donc, tout le roman va être construit autour de ce dilemme-là du personnage de Bryn, de Tanner qui essaie de la convaincre que non, ce qui se passe dans la cité, c'est pas normal, etc. et tout. Et avec l'enjeu que la petite sœur est en danger potentiellement, puis qu'il va falloir la retrouver puis la sauver. C'est à peu près ça. Donc, la pression est là, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions atroces, il y a du sang, de l'hémoglobine en masse, il y a de l'horreur en masse. Par contre, le défaut majeur du roman, c'est que les personnages sont en contradiction avec leur propre caractérisation. Il y a une scène en particulier qui m'a interpellé, c'est que, à un moment donné, Tanner et Bryn sont ensemble, puis ils se sont réfugiés pour dormir quelque part. Et là, à un moment donné, Tanner, il essaie de la convaincre que le gouvernement, c'est des mensonges et tout. Puis là, il balance tout d'un coup. Mais il fait pas juste dire ce que le gouvernement cache. Il dit, oui, mais telle personne, en fait, que tu connais, en fait, c'est un agent de l'arme H, puis un tel, c'est un tel, puis etc. Et là, je me suis dit, oh, ok, attends un peu, il y a un problème là. On vit dans un univers où la notion de devoir est extrêmement importante pour les citoyens. Puis elle doit l'être encore plus pour ceux qui font partie de l'organisation terroriste, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à protéger, puis ce qu'ils ont à défendre, puis qu'ils doivent pas se faire pogner. Fait que le devoir doit être encore plus important. Et soudainement, t'as Tanner qui balance tout,
Je dis, man, t'as du bol que t'aies pas trahi, mon homme, t'étais dans la merde. Puis la personne que t'as vendu sa position aurait été dans la merde aussi. Vraiment. Fait que, là, je me suis dit, oh, là, on a un problème. Parce que Tanner est défini comme étant quelqu'un qui a un sens du devoir extrêmement important. Bryn, pareil. C'est... Donc, ils rentrent en contradiction avec leur propre caractérisation juste pour ça. Et je comprends que l'amour, la confiance, l'attirance peut influencer ça, mais à ce point-là, tu sais, qui révèle certaines choses correctes. Mon problème, c'est qu'il a révélé la position d'un personnage clé à l'intérieur de l'organisation. Puis moi, vraiment, je me suis dit, ouais, non, ça marche vraiment pas, par exemple. Pas dans un univers où la trahison est punissable de manière inimaginable et que c'est encore pire à la fin quand tu le découvres. Genre, c'est vraiment encore pire. Et il existe une notion qui s'appelle le don complet qui fait peur à tout le monde. C'est que quand tu fais un don complet de toi, c'est que tu donnes ton corps en entier pour être transformé en antidote. Tu peux le faire sur base volontaire. Des fois, on fait des entourloupes pour pas que ce soit volontaire. C'est à peu près ça. Fait que, ce serait un petit peu ce que j'aurais à dire par rapport... au roman puis à ce que j'en ai pensé. Mais outre ça, c'est vraiment très blond. Tu sais, je vais vous lire mes ressentis. Page 39, c'est assez horrible de lire à quel point Bryn banalise le fait de ne plus jamais voir sa famille, ni ses parents après son assignation, sous prétexte que les contacts avec les géniteurs sont inutiles quand tu peux fonder ta propre famille. Ouch. Ouch. D'un, t'appelles tes parents tes géniteurs, première des choses, pour fonder ta propre famille, mais tes parents font partie de ta famille. C'est tellement un concept qui n'est pas imaginable pour des Québécois qui sont quand même très proches de leur famille. C'est comme, ça choque. Sinon, au bout d'environ 120 pages, je constate une force de l'auteur, mais aussi une chose à améliorer. Je trouve son univers absolument génial. Tout le côté dystopique me semble parfait. Cependant, les personnages sont, à mon avis, un peu écrits étrangement. Tanner est présenté presque comme un surhomme qui a des capacités physiques et intellectuelles très avancées. Oui, c'est vraiment un surhomme. Genre, c'est Deus Ex Machina. Genre, c'est le portrait typique du surhomme qui peut niquer 10 personnes à lui tout seul. Vraiment, là. Mais c'est pas grave, c'est un archétype de personnage. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que toute la caractérisation de Tanner et Bryn ne se fait pas du tout dans la douceur. Paf l'amour, paf l'attirance, paf la confiance, paf on brise le secret de l'identité de Tanner pour sauver Bryn. Ça va très vite, voire trop vite. Alors que peu de temps avant, on était dans l'indifférence, le devoir, etc. Ce n'est pas aussi simple de changer une idée ancrée chez quelqu'un, et l'attirance entre les deux ne saurait expliquer la facilité avec laquelle Tanner s'est confié s'il a été élevé lui aussi avec la notion du devoir, mais encore plus fortement puisqu'il doit protéger son organisation. D'autant plus que cela avait été caractérisé dès sa première rencontre avec Bryn, où, par devoir, il a fait exprès d'être odieux avec elle. Parce qu'au départ, vu qu'elle rentre chez eux, puis qu'il se dit, man, moi je suis un traître à la nation, si elle trouve mes enfants, je suis mort, fait il faut que je sois odieux avec pour qu'elle demande un changement. Fait qu'il l'a fait par devoir. Fait qu'il y a une espèce de caractérisation bizarre qui marche pas, selon moi. Mais, à part ça, tout fonctionne. T'sais, j'ai même dit, je crois que le problème est que pour que le développement de Bryn avance, elle est dépendante des révélations de Tanner. Et l'auteur a choisi d'écrire cela ainsi pour qu'il y ait une progression du personnage. Fait que Bryn, en gros, si elle apprend pas ce que Tanner a à lui dire, elle peut pas progresser. Elle peut pas comprendre ce que la cité a à cacher. Elle peut pas comprendre tout le complot qu'il y a autour. Fait qu'il faut que Tanner lui dise des choses. Fait que pour ça, l'autrice a fait, pour que Bryn se développe, il faut que Tanner parle. Mais peut-être, genre, qu'elle l'a trop fait parler. Moi, c'est la critique que j'aurais formulée par rapport à ça. Mais sinon, en soi, le tome est une intro à l'univers, une grande présentation. Puis je lui ai dit à écrit, parce que j'y ai écrit à l'autrice pour lui poser des questions, je lui ai dit sincèrement, tu fais des meilleures introductions à l'univers que l'auteur des Percy Jackson. Parce que Rick Riordan fait des bons romans jeunesse, mais son plus grand défaut, c'est qu'il est pas capable de présenter un univers comme du monde. Vraiment pas. Genre, il est vraiment poche en introduction d'univers. Ça, c'est sa coche. Vraiment sa coche. Fait que bref, est-ce que tu dirais que l'autrice est bonne avec la description de l'univers et pas pour les personnages? Elle est bonne avec les personnages, mais selon moi, elle a fait une erreur majeure en voulant faire progresser Bryn trop vite, en faisant en sorte que Tanner est entré en contradiction avec sa propre caractérisation. C'est une erreur qu'elle a faite dans le premier, et je ne pense pas que c'est une erreur qui va se répéter dans les prochains. Sincèrement, je pense que c'était plus une nécessité d'écriture qui a fini par devenir un défaut, selon moi. Mais, je vais lire les autres, puis je vais les acheter, ça c'est 100% certain. D'ailleurs, l'autrice, je lui ai écrit, mais... Tiens, j'ai son autographe aussi, je l'ai vu au salon du livre. C'est très drôle parce qu'à la base, j'étais pas supposé acheter ce livre-là, je l'avais pas mis dans ma liste. Mais quand j'ai acheté le livre de Léonie Fauché en 1000 morceaux, je l'ai croisé, je l'ai vu là, puis j'ai vu son roman, j'étais comme, une couverture rouge, ça m'interpelle un peu. Je parle-moi du roman un petit peu, puis là, elle m'explique un peu, je dis, hey, ok, j'aime vraiment ça, mais je me suis déjà fait un budget. Mais si jamais il y a un livre que finalement ça correspond pas à ce que je cherchais, puis que j'ai de la place pour un autre, je viens acheter le tien, c'est promis. Comme de fait, c'est ce qui est arrivé, je l'ai acheté, puis elle me l'a autographié.
Pour Samuel, bienvenue dans la cité. J'espère que ses habitants seront inspirés, Kathleen. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, clairement, clairement, elle a réussi sa job, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, sinon, si je peux vous décrire un peu la cité, parce que peut-être un petit taux. C'est pas vraiment un défaut, parce que ça devient clair très rapidement. Mais au départ, j'ai ouvert le livre, puis j'étais perdu, je comprenais rien, ok? Faut savoir une chose. Les chapitres, comment ils se divisent, ça ressemble à ça, ok? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici à la page de gauche. Vous voyez, c'est écrit Bryn en haut. Puis en dessous, c'est écrit 10h1 Nedra. Bryn, c'est le nom du personnage qui est le personnage principal dans ce chapitre-là. Puis Nedra, c'est le nom du lieu où les personnages se trouvent. Et la cité, c'est pas si clair que ça au départ ce que c'est. C'est comme Bryn, Nedra, quoi ça, pas compris. Fait, Idrissa, en fait, a 3 quartiers différents. T'as le Fedora qui est le quartier riche, t'as le Nedra qui est le quartier pauvre, et le Eril qui est le quartier médian. Donc, et tout le monde se fait appeler par des numéros de matricule dans cet univers-là. Donc, ça se passe 125 ans après la catastrophe du virus. Donc, le système est bien implanté, etc. et tout. Fait que là, quand tu comprends ça, tu dis ah, ok, c'est bon, là j'ai compris comment ça marche. Ils te mettent l'heure, ce qui donne une sensation que le temps avance, puis qu'il avance très rapidement, que le rythme est vraiment effréné. Puis des livres avec des rythmes vraiment le fun, puis rapides, ben, ça donne envie de lire longtemps. Fait que c'est une très bonne idée de mettre les heures sur les chapitres. Moi, je trouve que c'est vraiment très bon. Bonjour, Mr. Nat sur vous, ça va bien? Fait que voilà, moi, c'est à peu près comme ça que je le décrirais. Je vous dirais, c'est les 5 romans que j'ai lus dans ce mois-ci. Donc, très bon. Très très bonne inspiration. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. C'est spécial que les noms n'aient rien à voir avec les trucs connus du Québec. À moins que ce soit de la novlangue du gouvernement. Peut-être, qui sait. Vraiment, GG. Oui, puis comme tu dis, un excellent univers de JDR potentiel. T'as bien raison. Hein? Fait que ça, c'est les 5 romans que j'ai lus. Fait que si j'avais à donner un ordre de recommandation des romans, ben, mon numéro 1, sans contredit, c'est Cellule Grise. Genre, vraiment. Vraiment, je pense qu'il faut le lire. Vraiment, c'est obligatoire. C'est tellement bon. Ça a été ma surprise. En deuxième, ce serait Résonance. C'est les 2 livres que j'ai mis 5 étoiles. Résonance de Patrick Sénécal. Évidemment, Patrick Sénécal, c'est une valeur sûre. On peut pas se tromper avec ça. En troisième, La Cité de Sang. Lui, j'ai mis 4 étoiles à cause de la caractérisation des personnages, malheureusement. Merci pour ces belles critiques, ça fait vraiment plaisir. Écoute, sachez que pour ceux qui ont manqué, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Point d'exclamation YouTube. Je vais publier ça d'ici quelques jours. Cité de sang en numéro 3, sans contredit, et une saga à découvrir, clairement, et une autrice à découvrir. Et elle a dit qu'elle s'en venait avec un roman style horreur un peu. J'ai très hâte de voir sa prochaine saga. Ensuite, Les raisins de la colère. Très très intéressant pour ceux que le sujet intéresse de la crise économique et de l'histoire des États-Unis. Mais c'est pas pour tout le monde. Je préfère le dire, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est un très bon livre quand même. Je lui ai mis un 4 étoiles. Puis, ben, malheureusement, en dernier, c'est le roman que j'aurais espéré pouvoir lui donner une meilleure note. Mais Le Prix de la démocratie, c'est un roman avec des bonnes idées, mais des idées que tu peux trouver facilement sur le site web de l'autrice. Puis, malheureusement, c'est un livre qui ne vaut pas la peine d'être lu pour le temps que ça prend. Mais je suis content de l'avoir lu parce que je peux dire aux gens, allez checker le site web sans crainte. Le travail a été bien fait parce que ce livre-là m'a prouvé à quel point ses graphismes et son travail a été super bon. Fait, au moins, je peux le dire. Ça prend des gens pour le lire, mais vous êtes là, vous avez vu ça, vous avez entendu ma critique, vous êtes exempté de l'avoir lu, puis vous pouvez juste profiter de ces bonnes idées pour la politique française en général, mais qui pourraient s'appliquer au Québec aussi. Donc, essai geek, essai. T'as raison, effectivement. J'ai pensé à la même chose, t'as raison. Donc, au mois de juillet, il n'y aura pas de review de lecture, mais je suis sur un gros projet. Voilà. Les Misérables. Donc, je suis rendu à environ 200 pages pour l'instant et j'adore pour l'instant. Donc, il va y avoir au début du mois d'août, un résumé de ce livre-là. Et il va y avoir un résumé aussi de certains des livres que Une Seconde Rox me suggérait. Et parmi les livres qu'elle m'a suggérés, il y en a 2, les 2 meilleurs, que je ne vais pas résumer et que je vais les garder pour le mois de septembre et en parler avec Rox. Et au mois de septembre, ben, c'est ça, je lirai probablement d'autres romans qui, eux, vont être présentés pour le mois d'octobre, à part de ça. Fait que, moi puis Une Seconde Rox, elle va prendre 2 de mes suggestions, puis on va en discuter ensemble, et moi je vais prendre 2 d'entre elles, puis on va en discuter, ce qui va nous faire 4 livres. La dernière fois, on avait fait 2h30, quasiment 3 heures de discussion sur 4 livres. Fait que, je pense qu'on va être correct avec seulement 4. Donc, je les ai tous achetés, puis ça va ressembler pas mal à ça. Fait que, sur ça, ben, ça met fin à mon review de lecture. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin.
prenez soin de vous, pognez pas le COVID, et je mets fin dès maintenant à l'enregistrement YouTube. Salut!